Ouais, bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Lemaire. Donc Thomas, je te propose de te laisser te présenter pour tous ceux qui te connaissent pas. Salut l'équipe, déjà salut Thibaut, hein, c'est la première fois que je te rencontre en vrai, on a pu échanger un peu par message. Merci pour l'intérêt que tu me portes, ça fait plaisir d'avoir l'occasion de parler un peu et de se présenter. Donc moi c'est Thomas Lemaire, comme tu l'as dit, je suis un jeune combattant professionnel en pied-point, notamment on va dire spécialisé si j'ose dire en kickboxing. J'ai quelques comment dire, titres nationaux à mon palmarès en amateur, quelques titres en semi-pro. Le Covid a un peu gâché la transition semi-pro-pro. Et aussi, j'ai une casquette de coach puisque actuellement, je suis assistant coach en kickboxing, donc au Tiger Muay Thai à Phuket. Oui, ben comme tu as dit, les titres que tu as gagnés, tu as été champion de France en full contact et en K1. Ouais, j'étais En... champion de France 2 fois en full, et une fois en K1. Et en fait, à l'époque, je traînais beaucoup avec Jérôme Le Banner, parce que je suis originaire de la région avraise. Et on s'était lancé Oui, le j'ai vu défi que... de faire en poids lourd les championnats de France de kick. Donc ça s'était super bien passé et j'ai perdu bêtement en finale. Bon, voilà, c'est anecdotique, hein, ça reste, c'est des championnats amateurs, mais Hmm. c'était sympa, quoi. Alors, on se refait Ouais, un peu. Vas-y, je t'en prie, oui, excuse-moi. et tu disais que tu étais maintenant là-bas en Thaïlande à Phuket. Ouais, Tu peux au Tiger. expliquer comment t'es arrivé en Thaïlande? Alors Les en fait, raisons, tout ça? il y a eu en 2019, si tu veux, je venais de faire une super saison en classe B. Donc je crois, si je me souviens bien, j'avais fait 9 combats amateurs, 8 victoires, et j'avais juste perdu donc la finale France en poids lourd. J'ai fait plusieurs combats en poids lourd, j'avais mis beaucoup de KO, je crois. Je crois que j'avais gagné, je crois qu'il y avait qu'un combat qui avait été au point en 2019, donc sur 9 combats, tu vois. Et j'étais super prêt pour ma transition en classe A. Je me disais, voilà, là, je vais pouvoir commencer par tirer les protèges tibia, un peu plus me professionnaliser. Et si tu veux, donc il y a eu le Covid. Donc ça a été une année un Ouais. peu morte, donc 2020. J'ai fait que 2 combats en A. Donc ça a été un peu relou. J'avais même dit par la suite que je voulais plus faire de combat poids lourd et j'en ai quand même refait un. Parce qu'on n'a pas eu le choix, on a pris un peu ce qu'on trouvait. Et je me disais que ça allait être dur d'évoluer. Moi, j'ai de la chance, j'habite à la campagne, donc j'ai pu m'isoler euh, enfin, comment dire, chez ma famille, il y a du terrain, tout ça. J'ai quand même pu beaucoup m'entraîner, Hmm. contrairement à beaucoup de personnes en ville qui étaient assez limitées. J'ai même eu Jordan Zebo, je ne sais pas si tu vois qui c'est, un combattant de l'ARES. Oui, si, ouais, je connais qui est au MMA Factory. C'est ça, en fait, moi, quand j'étais à Paris, je m'entraînais au MMA Factory. Et donc, avec Jordan, on était bons potos. J'avais proposé même de venir chez moi pendant un moment. Donc, il est resté en 2020 plusieurs mois à la maison. C'était super, on a pu s'entraîner ensemble et tout. Mais je me disais, ça va pas décoller, en fait, si tu veux. Techniquement, c'était assez limité. En plus, moi, j'avais pas de coach attitré. J'ai toujours été un peu avec des guillemets, parce que voilà, j'ai une carrière pro timide, mais on va dire mercenaire des rings. J'ai pas vraiment de club attitré, j'ai pas de manager, tout ça. Je me disais là, ça va être assez chaud. Donc j'ai décidé de partir en Thaïlande, en fait, début 2021. Pareil, c'était assez lourd au niveau administratif pour partir en Thaïlande. C'était vraiment un casse-tête au niveau des papiers. Il faut savoir que quand je suis arrivé en Thaïlande, on avait 15 jours d'isolement obligatoire. Donc, ça a été bon, pareil, avec des guillemets, un sacrifice, quoi. Un sacrifice Hmm. parce que, bon, bah, voilà, quand même enfermé pendant 15 jours dans une chambre, moi, c'est dans un pays que je connaissais pas du tout, j'avais jamais été, je connaissais pas la culture plus que ça. Et il y a eu beaucoup d'anecdotes. Mais au tout début, je me suis retrouvé au Jockey Gym, en fait. C'est le camp de Jean-Charles Skarbowski. Oui, Jean-Charles Skabowski. En fait, à Chez qui tu Paris, été en France d'ailleurs. ouais, ouais, je faisais du Muay Thai un peu chez lui. Bah, c'est lui qui m'a vraiment donné le goût du Muay Thai. Moi, j'avais un peu un problème en tant que kickboxer avec le Muay Thai, hein, le classique. J'aime pas le clinch, j'aime pas les saisies de jambes, tout ça. Mais j'ai commencé à apprendre le Muay Thai avec lui. Et en fait, à savoir que j'étais étudiant à l'époque. Donc, en fait, j'avais cours en ligne, si tu veux. Et bon, c'est assez compliqué à expliquer, mais j'avais cours en ligne sur un campus international. Donc, c'était le campus, il était aux États-Unis. Il y avait 12 heures de décalage. Donc, je séchais pas mal les cours et tout. Donc, ça a vite été compliqué de rester au jockey. Et donc, en fait, je me suis dit, bon, le Tiger, il propose quand même un emploi du temps, on va dire, un peu plus commercial, si tu veux, avec des cours toutes les heures. Tu peux arranger tes sessions, si tu veux. Tandis qu'au jockey, c'est une salle
de boxe taille traditionnelle. C'est un cours le matin de telle heure à telle heure, un cours l'après-midi de telle heure à telle heure. Et tu peux pas changer, quoi, si tu veux. Donc, en fait, je suis allé au Tiger, ça m'a permis de m'adapter, adapter mon emploi du temps. Et puis, de fil en aiguille, j'ai créé des relations, j'y suis retourné, j'ai combattu pour un autre club aussi à Phuket Fight Club, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et puis, ayant créé des liens avec un des coachs en kickboxing sur place, j'ai eu une opportunité. On aura le temps d'y revenir, mais c'est assez long, assez compliqué, un parcours fastidieux, si j'ose dire. Non, mais tu vois, tu es là pour ça. Si ça peut éclairer certaines personnes qui peuvent être intéressées d'aller en Thaïlande pour s'entraîner, tout ça, Mm. c'est bien que tu sois là pour donner des infos, puisque toi, tu es sur place, tu es de l'intérieur, donc c'est pas mal. Moi, je te laisse continuer. Ouais. Ouais, donc en fait, si tu veux, j'ai eu cette proposition donc d'assistant coach. Moi, je trouve que ça s'est super bien passé, à savoir aussi que j'ai été blessé cette année. En fait, enfin, je me suis blessé fin d'année dernière. Donc, j'ai dû vraiment mettre ma carrière de combattant de côté. Et aussi à savoir que ça traîne pas mal, honnêtement, depuis la fin du Covid. Moi, j'ai eu du mal. En fait, si tu veux, quand le Covid s'est terminé, on va dire 2021, que tout est redevenu à peu près normal, moi, je voulais pas rester en classe A, je voulais tout de suite passer pro. Et je n'étais pas connu, j'avais pas de salle, j'avais pas de manager. Donc, on va dire sur un circuit français où le pied-point, c'est beaucoup d'entre-soi, beaucoup de gens qui se connaissent, qui se font boxer entre eux. Ça a été un petit peu compliqué de se faire une place. Moi, je pensais que en gagnant les championnats de France classe A, en faisant des galas, tout ça, j'arriverais à me faire un petit nom, mais bon, j'ai pas eu cette opportunité. Donc, j'ai décidé de rester en Thaïlande. Moi, l'ambiance Et me plaisait. Vas-y, je t'en prie. excuse-moi, Thomas. Tu peux préciser aux gens qu'est-ce que c'est classe A, classe B et il y a classe C pour ceux qui ne Alors, savent pas ce que ça le veut C, dire. c'est sur la fédération FMT, en fait. Si tu veux, ce qu'on va appeler un classe, grosso modo, pour faire simple, un classe B, FFKMDA, c'est amateur. Un classe A, c'est semi-pro. Et après, tu as pro. Et tu as beaucoup de nuances après, parce que le pro, tu as pro, le gars qui boxe dans des petits galas, pro, je sais pas, un champion ISCA, pro, un mec qui est au Glory. Voilà, il y a plusieurs Ouais, étages. Il y a plusieurs ouais, étages de. tu vois, on va le dire, mais c'est très compliqué dans le pied-point de pouvoir en vivre. Généralement, ils ont des boulots à côté, les Ah oui, oui, combattants. Ouais. quasiment tout le monde dans le pied-point a des boulots à côté, hein. Il y a quelques gars Mis à qui part ont. si tu es au Glory. Tu vois, tu as parlé du Glory. Si tu es au Glory ou au One, tu peux en vivre. Ouais, après, c'est pas tout le monde. Tu vois, j'avais Mm. pris quelques notes sur ce que je voulais dire. En France aussi, on a des problèmes marketing. C'est-à-dire que tu as plein de mecs qui sont au Glory, on les connaît pas, quoi. Bon, le boss du Mm. Glory en France, c'était Cédric Doumbé, hein, pendant un moment. Et chez les Mm. féminines, c'était Anissa Mexen. Eux, ils en vivent. Là, ça, c'est pas la question, mais tu as beaucoup de boxeurs. Là, par exemple, je sais pas si tu as vu, tu as le Glory au mois de septembre à Paris. 88, ouais, au Dôme de Paris. Ouais. C'est ça. Bon, il y a quelques noms qu'on connaît, mais sur la scène du pied-point, mais c'est pas. Je pense qu'aucun des Français qui est sur la carte ne vit de la boxe pied-point, si tu veux. Après, là, tu disais en France, en fait, j'ai un peu écouté certains de tes podcasts, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à vivre des sports de combat. Il faut comprendre que les sports de combat, c'est une visibilité, en fait, c'est une passerelle. Et en fait, on a un peu de mal à capitaliser sur la visibilité. Et je dis ça, hein, mais moi-même, hein, le premier, on me l'a d'ailleurs dit, tu es assistant coach dans une grosse salle et tout, tu n'es pas plus sur les réseaux sociaux que ça. On a du mal à capitaliser sur notre image. C'est ça qui va te rapporter de l'argent, c'est ça qui va te rapporter du sponsor, c'est ça qui va faire que des organisations vont avoir envie de te faire boxer, c'est ça qui va faire que des gens vont avoir envie de parler avec toi, des gens vont avoir envie de créer des business avec toi ou t'inclure dans des opportunités, etc. En fait, la boxe, c'est une crédibilité et une visibilité de base. Après, ça se fait par les réseaux sociaux, qui tu fréquentes, les projets que tu fais. Mais il ne faut pas juste se dire, en fait, c'est ce que là, je fais un petit coup de gueule, c'est à mon propre niveau, parce que qui je suis pour dire ça, mais j'entends beaucoup de combattants de haut niveau se plaindre de ouais, putain, mais nous, on est bon, on charbonne, on travaille dur, mais on ne gagne pas d'oseille. Les organisations ne nous payent pas. Moi, j'ai envie de dire, c'est méchant ce que je vais dire, mais est-ce que toi, de l'oseille t'en fait rapporter? Est-ce que demain,
à part ton cousin et ton boucher, des gens ont envie de te voir boxer? Est-ce qu'il y a des gens qui vont se lever la nuit pour regarder un stream de toi en train de combattre? Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. En fait, ça a beaucoup évolué. Les réseaux sociaux nous apportent beaucoup d'opportunités. Et des fois, ça fait rager. Moi-même, le premier, quand je vois des personnes de télé-réalité ou, je sais pas, là, l'exemple de Paul, bon, il s'entraîne dur, Jake Paul, mais les sommes qu'il fait en combattant, bon, ça fait mal quand toi, tu es pro ou que tu es là-dedans depuis longtemps, mais c'est des mecs, voilà, ils donnent de la visibilité au sport et à côté de ça, les gens ont envie de les voir combattre, en fait, si tu veux. Et si je peux rajouter, là, tu parles de Jake Paul, mais quand tu vois Jake Paul, quand il boxe, tu vois, déjà, il est professionnel, il a toute une équipe autour de lui. Il a plus de crédibilité que les deux Gus qui nous ont fait un combat sous les règles professionnelles. La télé-réalité, là, le Dylan Thierry, et puis l'autre, là, j'ai oublié son nom. Ah, Il a j'avais plus de entendu parler de crédibilité que ces ça. deux gars, tu vois. Je l'ai même pas Ouais. vu, tu vois. Je l'ai même pas vu. Alors, faut savoir un truc, j'y pensais, tu vas peut-être être déçu avec moi. Moi, je suis un mec, je regarde pas tant que ça les sports de combat, aussi bizarre que ça peut être. En Mais il y fait, en a beaucoup comme toi, ouais, qui suivent euh, pas, ils sont juste pratiquants, ouais, ils pratiquent. ouais. Je suis évidemment un petit peu, tu vois. Faut pas être Ouais. vu non plus. Mais ouais, tu vois, tu dis, je vais reprendre un exemple d'un de mes mentors, c'est Jérôme Le Banner. Lui, il est tellement là-dedans, en fait, il y a une règle, c'est quand on est dans sa maison, à l'intérieur de la maison, on ne doit pas parler de sport de combat, en fait, si tu veux. Parce qu'à un Oui, moment, ben, oui, il faut une coupure. Il faut quelque chose pour couper. Ouais. c'est ça, en Ouais, fait, parce que moi, c'est un boulot. C'est un boulot pour lui. c'est ça, en fait. Moi, toute la journée, là, bon, en tant que coach ou même en tant qu'athlète, tu es dedans toute la journée. Moi, je prends beaucoup de plaisir à pratiquer. Je prends beaucoup de plaisir à coacher, à faire le corner, même aller voir des événements en direct. Là, au mois d'août, je vais voir le Glory à Rotterdam. Donc, tu vois, ça va Ah être ouais. un bon moment et tout, ça va être cool. Mm, Mais bon, regarder la télé, tout ça, tout le temps, tout suivre. Puis tu sais, il y a tellement mm. d'orgas. Moi, je m'intéresse au pied-point, j'aime bien l'anglaise, j'aime bien le MMA. Il y a trop de monde en fait. Après, en Thaïlande, on fait des trucs sympas. Ça s'appelle les UFC Breakfast. Tu vois, parce que nous, en Thaïlande, avec le décalage horaire, en général, c'est le matin. Donc, bon, tu Mm. te poses la matinée avec tes potes, tu prends le petit-déj, tu regardes l'UFC. En plus, tu vois, souvent, on a des figures, des gars qui s'entraînent régulièrement ou non dans nos camps. Donc, en fait, ça. Il y a une Ah certaine oui, proximité, en fait, si tu veux. je sais bien, parce que là-bas au Tiger, vous avez Raphaël Fiziev notamment, Ouais. Alors, Petr Yan. Raphaël Fiziev, c'est lui le chef du cours de kickboxing, en fait. Bon, on ne le voit pas souvent. En fait, si tu veux, D'accord. il y a deux coachs en kickboxing et moi comme assistant. Et lui, il n'est pas là à chaque fois, mais ouais, c'est un autre niveau de pied-point, Fiziev. Hein. Ah oui, oui, bah, on l'a vu dans son combat face à Justin Gaethje. Hein. Ouais, c'était. La qualité du pied-point, ah, c'était une guerre. Hein. C'est allé à la décision, mais Ouais, ouais, ça et, envoyait. Hein. et tu vois, c'est un truc, je crois que tu es revenu là-dessus aussi. Là. J'ai pas écouté tous tes podcasts, j'ai écouté celui avec Maxime parce que Maxime, c'est un ami. Oui, Et j'ai écouté celui bah, avec. d'ailleurs, c'est lui qui m'a fait connaître toi, donc Ouais, bah merci à Maxime. Et puis j'ai écouté un peu avec David Gallon parce que bon, c'est un Normand comme moi. Donc, Davy, ouais, qui moi, combat au Bellator. Hein. je suis né à côté du Havre. Et d'ailleurs, son premier adversaire, là, il parlait, j'ai oublié son nom, là, en anglais, son premier adversaire au Bellator, c'est un mec qui s'entraîne pas mal au Tiger. On le croise pas mal au Tiger. Tu veux dire son dernier combat là qu'il a fait à Bercy là? Non, non, le premier combat qu'il a fait au Bellator. Khan, non, c'est ça le nom de famille du gars? Je sais plus. C'est pas très Je sais grave. pas parce que son dernier adversaire c'était Saul Rogers. Non, 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 c'est pas lui. C'est un anglais d'ailleurs. Donc, Mais bon, ouais, ouais. D'ailleurs, Justin, il m'a vraiment beaucoup épaté récemment sur son pied-point. Et donc, voilà, je voulais revenir à ça, par exemple. Excuse-moi, j'avais oublié. Tu disais, en fait, Fiziev, c'est un striker, mais c'est un mec, attention, hein, il a une lutte, elle est terrible. Hein. oui, Il a une- il est complet. Les mecs sont complets. Hein. ouais, ils sont très complets. Parce que tu as beaucoup de gens qui disent, ah ouais, c'est un striker, machin, mais le mec a une lutte de fou, quoi. Le mec est Mais en vraiment. même temps, tu me diras, le combat il commence debout, donc le gars il peut être, tu peux voir du striking. Donc Ouais, il utilise la lutte si seulement il le faut quoi. ouais, le mec est au top S'il du peut top. rester debout, il reste debout. Et tu vois, pour revenir aussi sur la visibilité du combattant, des fois, moi au Tiger, combien de fois j'ai vu des mecs, on dit, ah, lui il est à l'UFC, lui il est au Rising, lui il est au One, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Donc en fait, des bons combattants, il y en a beaucoup, tu vois. Oui. Des combattants qui en vivent très bien, il n'y en a pas beaucoup, parce que est-ce qu'il y en a beaucoup qui rapportent de l'oseille? Voilà, c'est ça en fait le débat au centre de tout là en ce moment, la prime des combattants, notamment à l'UFC.
Mais voilà, on te donne du pain quand toi t'en rapportes, quoi. C'est un peu logique. Ouais. Mais d'ailleurs, je pense que en France, avec les trois bonnes orgas là qu'on a, ça va pas mal augmenter, je pense, les primes, parce que quand tu vois sur les réseaux sociaux, les, le MMA est vraiment en train de prendre une sacrée part de marché sur les autres sports, je dirais. Énorme. Le MMA, pour moi, il a tout broyé là récemment, tu vois. Il a fait d'ailleurs, ça a un peu tué le pied-point, je pense, en fait. Oui, bah oui, Euh, ben on le voit, tous les mecs du pied-point, ils viennent dans le MMA. Je pense à Jimmy Bieno, à ouais, Anissa Meksen aussi, qui va combattre en MMA. ouais, ouais. Tous, parce que bah, ils ont compris que l'argent maintenant est dans le MMA et dans plusieurs organisations. C'est pas comme dans le pied-point où tu que le Glory et le One où tu peux avoir des très belles bourses. Donc, C'est ça. Ah, alors, en pied-point, maintenant, tu as le Muay Thai Grand Prix quand même, qui fait des trucs sympas. ouais, j'ai vu, ouais, ils font même de la boxe anglaise. Ouais, ils font ça, Muay bon, Thai il y a Grand Prix. le Grand Prix, mais bon, et j'ai vu, soit ils font des événements au Vietnam, ils font des événements en Australie, ils font l'événement en Angleterre, en France, j'ai vu en Grèce, et ils ont des très bons combattants quand même, tu vois. Là, moi, je trouve Bien que sûr, j'aime ouais. bien parce que ça redonne un peu, ça redore un peu le blason du pied-point. Parce que tu as trop de mecs très très bons en pied-point qui ont fui en MMA, si tu veux. D'ailleurs, c'est quelque chose que Oui, j'ai mal à comprendre, moi, le déclin, si tu veux, du pied-point en général. Donc, quand je dis pied-point, boxe taille, kickboxing. Mais beaucoup de gens en MMA aiment voir du striking. Donc, je trouve ça oui, eh assez ben, bizarre, moi. tu vois, je peux rajouter un truc là-dessus. J'ai eu une discussion avec Morgan Adrar, tu vas connaître, qui est champion du monde de Muay Thai, qui a combattu au RWS, c'est pas si longtemps. Bon, le RWS, je connais, mais non, Morgan Adra, honnêtement, je ne connais pas. Ben, tu iras voir sur les réseaux Morgan. Il a sa propre salle du côté d'Annecy. Et il disait, en parlant de lui, il disait, moi, je vois aucun intérêt d'aller dans le MMA si t'es pas passionné. Et comme je l'avais dit, j'ai dit, ouais, on voit des mecs du pied-point aller dans le MMA, mais les mecs, ils aiment pas faire de la lutte, ils aiment pas faire du sol. Exactement. Sauf que c'est un sport, c'est le triathlon des sports de combat, le MMA. Si t'aimes pas faire ci et ça, tu peux pas performer. C'est comme un triathlète, s'il aime pas nager, s'il aime pas courir, s'il aime pas faire du vélo, il fera rien. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose en tant que coach que j'ai remarqué au Tiger. En fait, si tu veux, il y a beaucoup de pros qui font des trucs par corvée, en fait. Mais que ce soit des lutteurs pour qui c'est une corvée de faire du striking, ou comme moi, par exemple, j'ai essayé la transition MMA, je pense que je vais y venir un jour, mais driller, alors faire du sol libre, on va dire faire du libre, tout ça, ça va, mais Ouais, du driller, grappling. ouais, ouais, tu sais, non, lutter un peu, mettre des takedowns, se relever. Parce que moi, je cherche pas. J'ai fait un peu de compète de grappling en ceinture blanche, mais bon, je vais pas soumettre des gens comme par magie. Ça fait 2 3 ans qu'ils font du grappling, quoi. Moi, je cherche à me relever, à contrôler la position, etc. Mais tu as plein de gens pour qui c'est une corvée. Moi, pour moi, driller du grappling, c'est une corvée, en fait, si tu veux. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, voilà, ça, des pros, qui prennent même plus de plaisir, en fait, si tu veux. Ils sont là, c'est un taf à part entière. Et moi, en fait, je trouve que quand tu choisis une carrière sportive, même si c'est super dur, c'est en fait avec tous les sacrifices qu'il y a, ça doit être fun en fait. Il y a un moment, tu dois kiffer. Tu dois kiffer. Moi, c'est ce que je dis en tant que coach à des mecs qui font leur premier combat ou qui font leur début pro ou quoi. Kiffe, mec. Faut que tu kiffes. Si toute ta vie, tu es crispé quand tu combats, tu paniques, tout ça, bon, tu as toujours une appréhension. Il y a toujours l'appréhension du ring, de la cage. Ça, c'est humain, c'est naturel. Mais à un moment, il faut kiffer. À un moment, il faut se faire plaisir. Faut pas être là en train de paniquer, si tu veux. Et le MMA, il y a une espèce de panique totale aussi. Et en plus de ça, il y a la pression du record. C'est-à-dire que les mecs, ils ont une pression sur leur Bah, comme en record. boxe anglaise, hein. Ils veulent pas Comme en perdre. boxe Ouais, anglaise, hein. alors en MMA, tu vois moins en boxe anglaise. En boxe anglaise, les mecs, ils gonflent beaucoup plus leur record en affrontant des pipes, en fait. Ça se fait moins Hum. en MMA. Si tu veux, quand tu regardes sur BoxRec, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent de Sherdog, donc Hum. de la boxe anglaise. Là où tu verras l'historique des combats professionnels de quelqu'un donc en boxe anglaise. Hein. Il y a plein de mecs, tu vois, qui ont affronté des gars de l'Est dans leurs galas locaux, des gars qui ont 2 victoires, 14 défaites, des trucs comme ça, pour gonfler leur record. Dans MMA, ça se fait pas trop. Mais le côté pervers que ça a, c'est que tu vois des mecs à très très haut niveau avec moins de 15 combats, tu vois, si tu veux. Et en fait, c'est
ça devient une gestion de management, si tu veux. C'est ça que je pourrais reprocher un peu au MMA. C'est que alors la gestion de carrière, entre guillemets, c'est bien, mais par exemple, un mec comme Adesanya, s'il n'avait pas été Ouais. connu avant, de base, avec son striking, donc la Chine en pied-point et le Glory, il n'aurait pas eu accès aussi vite à l'UFC, en fait, si tu veux. S'il avait fait Ouais, des comme Alex promotions, Pereira. voilà, s'il s'était retrouvé dans des promotions de l'Est, comme le KSW ou ACA, je ne sais pas si tu connais, ACA, une promotion. Si, oui, c'est anciennement la CB, c'était avant une organisation de pied-point de kickboxing. D'accord, ça, tu vois, je ne savais même pas. Mais en fait, je dis ça Ben, parce j'ai que, eu Djibril Ewo, si tu veux, et Djibril, il avait combattu là-bas, d'accord, en fait, à la ACA, CB à l'époque. on a beaucoup de Russes au Tiger qui combattent Ouais, là-bas. Dagestanais, Tchétchènes, ouais, des trucs comme ça. Ouais. C'est des tueurs, quoi. Tu vois, moi, j'ai vu des mecs, tu vois que c'est du management, parce que quand tu vois le niveau de lutte, de toute façon, là, je vais dire quelque chose, beaucoup de gens pensent, quand je vois les gars, les Caucasiens, les Ouzbeks aussi, les Kazakhs, les Kirghizes, etc., parce on a une grosse communauté de tous ces pays-là en Mm. Thaïlande et au Tiger, en lutte, on est à la ramasse, hein. On est vraiment à la Oui, ramasse. Il y a des mecs qui sont chauds, tu vois. ouais, ouais, ben, parce qu'eux, ils ont réussi à garder la culture lutte, ce qu'on a perdu, nous, en France. On avait une culture lutte à une époque. Oui, oui, bah d'ailleurs, Et on l'a perdu. Bon, c'est en train de revenir, là, grâce au MMA, justement. ça a été inventé par la France, non? La lutte, c'est laquelle? La gréco, en fait. Gréco-romaine. C'est la lutte. Alors, j'ai pas, pareil, j'ai pas une énorme culture sur cette historique, mais voilà, la gréco-romaine, c'est originaire. La gréco. On avait même notre boxe, la savate, hein, Mm. qui a beaucoup perdu de lumière, hein. Comment dire? Il y en a plein qui disent que c'est à cause de la tenue. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, mais tu vois, je sais plus à qui j'avais posé la question, un mec du milieu qui est connu, j'ai oublié son nom. On en avait discuté et bon, la savate, ça n'a pas plus d'avenir que ça, quoi. C'est dommage. C'est malheureux, mais Là, ils ont essayé un peu de redorer le blason en faisant de la savate pro, ce qui est un peu en gros du kick avec des chaussures. Moi, je trouve ça vénère, hein, parce que quand tu te mets des grosses pointes et tout, les gars, ils ont une technique bien propre, c'est agréable visuellement. Mais ouais, mm. ça a pas plus percé que ça aux yeux du grand Mais tu public. vois, toi qui es en Thaïlande pour le Muay Thai, la savate aurait inspiré le Muay Thai, hein, qui aurait codifié le Muay Thai actuel. Ah ouais, je savais même pas. Alors, bah, tu vois, ouais, la À savate, c'est. l'époque, ben à l'époque justement de la colonie, tu sais, de l'Indochine et de la Cochinchine, les Français allaient pas mal, les marins français allaient pas mal par là-bas, tu vois, la Thaïlande, tout ça, et les mecs, bien souvent c'était des bagarreurs, et les gars, eh ben, ils faisaient de la savate, ils savaient se battre, et ils auraient influencé la codification du D'accord. Muay Thai. C'est Bernard Bordas, l'un de mes invités, qui en a parlé. Pour les Ah bah, points, pour moi c'était l'anglaise, mais il dit que lui, ça serait la savate. je regarderai ça. D'ailleurs, en savate, c'est tellement codifié, on n'appelle pas ça un boxeur, on appelle ça un tireur, main sur le cœur, Ouais, etc. C'est tireur, ouais. inspiré de l'escrime, tout ça. Et en plus, on a des bonnes figures hein, en France de la savate. Là, on a parlé d'Adesanya, on a Romain Falandry, qui a été plusieurs fois champion du monde de savate, il me semble. Bon, plusieurs fois champion de France, évidemment, qui a affronté Adesanya en pied-point en Chine il y a quelques années. Mm. Et tu Exact, vois, ouais. c'est pareil, c'est quelque chose. En France aussi, on a du mal à avoir d'être reconnu internationalement, déjà aussi. Ce que je disais là, on a Ben, Falandry qui a en, boxé. Vas-y, excuse-moi. si on est reconnu internationalement, mais c'est au niveau du pays en France que les gars sont pas reconnus. Oui, aussi. Mais C'est, c'est, attention, on est reconnu internationalement, oui, mais est-ce qu'on est connu? C'est-à-dire aussi, moi, je trouve que les Français, il y a un truc où je vais le dire, je vais critiquer les Français au niveau de l'anglais, c'est la loose, quoi. Les Français, au niveau de l'anglais, c'est chaud. ah Donc bah ça, oui, on n'est pas reconnu pour ça, on sait pas l'enseigner comme il faut, et ça c'est sûr. non, alors ça, c'est sûr, Faut il dire y ce a un qui est. problème d'enseignement, mais au niveau donc, des interviews, au niveau même, moi je pense en tant que coach, au niveau ou même combattant, au niveau des podcasts, au niveau des vidéos d'entraînement, au niveau de plein de trucs, on perd un énorme savoir-faire, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que quand on ne parle pas anglais, on se limite. Si demain tu viens au Tiger, tu ne parles pas anglais, bah, tu vas traîner qu'avec des francophones et tu vas te limiter sur plein de choses.
tu vas te limiter sur les rencontres que tu vas pouvoir faire, tu vas te limiter sur la compréhension de ton environnement, sur la compréhension des cours et sur peut-être des occasions que tu aurais pu avoir. Oui, 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 c'est sûr. Bah, déjà, tous les combattants qui sont à l'UFC doivent parler anglais. Hein. Ben, les Russes comme Rabib, Islam, tout ça, ils l'ont compris. Hein, Ouais. qu'il fallait parler anglais. Et il y en a qui n'ont jamais compris qu'il fallait parler anglais. C'est les combattants brésiliens. Je pense à Ah ouais? José Aldo, il y a Charles Oliveira. Ouais, comme je t'ai dit, je ne suis pas assez pour savoir qu'ils parlent pas anglais. Moi, j'avais vu des petites blagues sur Ah, les réseaux. Il y en a même, ils disent que, tu vois, t'inquiète, ils disent Nate Diaz, il est américain, mais il parle pas anglais non plus, tu vois, parce qu'on ne comprend rien quand il parle. Donc, et ben, on peut dire pareil de Paddy Pimblett, hein, avec Ah son ouais, accent là, de Liverpool, là tu comprends rien à ce qu'il raconte. Même ouais, les Américains ne comprennent pas ce qu'ils disent. c'est assez comique parce qu'on dit parler anglais, mais en fait, moi, les Anglais, c'est eux que j'ai le plus de mal à comprendre, en fait, tu vois. Ça dépend lesquels. Moi, j'y ai plus, c'est du côté de Liverpool ou des fois les Irlandais, tu vois. Parce que Connor, tu vois, quand il parle, on voit qu'au niveau de son accent, il l'a travaillé, tu vois. Mais si tu regardes des interviews quand il était plus jeune, oh là là, tu comprenais que dalle avec son accent néerlandais. Ouais, on a un coach connu, là, j'ai oublié son nom d'ailleurs, au Tiger, qui est irlandais. Et Johnny, il s'appelle. Il coach notamment, je ne sais pas si tu connais, Anatoly Malikin. Ah Euh, oui, si, le champion des poids lourds du One en MMA, ouais. ouais. C'est donc Un c'est russe. lui son coach. Il coach Fabricio Andrade et un autre gars du One, j'ai oublié. Et lui, Russo André, ben, un Brésilien, ouais. quand il parle, c'est une galère, quoi. Tu vois, tu comprends rien à ce qu'il dit. C'est un mec qui vient de la boxe anglaise, c'est un Irlandais. Et Ah, avec sa casquette, c'est pas lui qui a tout le temps une ah, casquette? c'est ça. Si, ouais, j'ai vu sur les réseaux, ouais, ouais, je vois qui c'est. Ouais. Je vois Et, qui c'est. très très fort. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que ce mec-là, moi j'ai eu la chance de beaucoup voyager, faire beaucoup de salles. En fait, j'ai un peu cherché à tirer du bon de partout où j'ai été. Et lui, il fait boxer des mecs. Les mecs, c'est des tueurs. Et quand je les vois s'entraîner, je sais pas, il leur fait faire des mouvements en répétition bizarres et tout. Ça marche, ça doit marcher, tu vois. Lui, c'est vraiment, je vais pas dire à l'ancienne, mais lui, il n'est pas avec un carnet de science, tu vois. Et c'est là où tu vois un peu les limites. C'est assez intéressant, si tu veux. Parce que moi, je suis un peu pour ce qu'on appelle être un geek de la condition physique, un peu tout le côté scientifique du sport, le Ouais, côté la data, toi, t'es plus là-dedans. un petit peu. Je ne suis pas un Mm. spécialiste, hein, évidemment, mais d'ailleurs, pour revenir à ça aussi sur la data, moi, pour partager un peu mon expérience en Thaïlande, je me suis rendu compte de quelque chose, c'était aussi la condition mentale, cette importance. Alors, c'est un secret pour personne. Mais on a un coach, donc je ne sais pas si tu as suivi un peu le Tiger, il s'appelle Sean Cobbs, qui était le coach en condition physique de Petrayan. Et lui, c'est D'accord? un vrai geek de la condition physique. C'est-à-dire que c'est un mec hyper athlétique qui a été, il me semble, dans les forces spéciales australiennes, qui est voilà, grosse capacité athlétique, grosse capacité de force. Il s'est entraîné pendant un moment. Il s'est donné le challenge de faire un combat MMA amateur. Et en fait, on s'attendait tous à ce qu'il fasse une perf de malade. Et surtout, ce qu'on disait, voilà, ouais, le mental, le mec, il a fait l'armée, il a été sur le terrain, il est coach, il a une condition physique de ouf, tu vois, trop fort. Et en fait, dans la cage, il était complètement cuit, pas lucide, tout ça. Ça n'a pas été une C'était quoi? catastrophe. Il est trop musclé, c'est ça? Non, c'est même pas L'acide qu'il est lactique, trop ça l'a. musclé. Il n'a Non? pas géré sa pression, il n'a pas géré son combat. Tu sais, Ah, d'accord. là, tous ceux qui ont déjà combattu en MMA, ils le savent, hein, mais des fois, rien qu'être contre la cage, recevoir une pression, être serré et tout, ça t'essouffle. Faut recomposer, faut se relever, c'est hyper énergivore, tu vois. Tu as peut-être un peu mal dormi la veille, tu es peut-être un petit peu Ah fatigué ben à si le cause. jour J, ouais, si le jour J t'es pas dans ton assiette, ouais, ça se passe mal dans la cage. Ouais. Mais en fait, si tu veux, c'est un mec qui, sur le papier, a une condition physique, a même la technique, a un savoir-faire, puisqu'il a préparé quand même, il a participé à la préparation pour une ceinture UFC qu'ils ont défendue avec succès. Il a été, comment dire, il était même dans le coin, je crois. Donc, sur le papier, il est censé savoir comment ça se passe. Et en fait, tu vois au final qu'une fois, lui, dans la cage en amateur, ça passe pas. Tu vois, c'est un peu pour dire. Moi, c'est ce que j'aime dans la boxe aussi, enfin dans les sports de combat en général, c'est il y a, il y a rien n'est sûr, tu vois, si tu veux. Oui, ben si tu veux, il y a peut-être une explication aussi au niveau de la pression, c'est que les gens l'attendaient au tournant du fait de son passif, tout ça.
Ça aurait été un gars lambda, je pense qu'il n'aurait pas autant de pression sur les épaules, quoi. Le mec, il Aussi, serait allé du style j'ai rien à perdre et puis voilà. c'est pas faux, c'est pas faux. C'est même là, j'ai fait un seul combat cette année. C'était en Thaïlande. Mon adversaire, il était pas ouf, il était pas très bon, mais je me suis mis une pression de fou parce que je me disais, tiens, là, j'ai passé toute l'année en tant qu'assistant coach. Je me suis dit, là, j'ai pas le droit de faire un truc de Brel, quoi. Tu vois, j'ai pas le droit d'être nul. Ouais. Je Mhm. me suis dit, c'est toi qui donnes des conseils aux gens et tout. Des fois, j'interviens pendant les cours pro, tout ça. D'ailleurs, j'ai été, tiens, un truc encore sur ça, sur le coaching, c'est que moi, j'ai été assez, j'avais pris des notes par rapport à ça, j'ai regardé. C'est que j'ai déjà été critiqué en fait dans ma légitimité en tant que coach, parce que moi, je suis assez jeune, j'ai un palmarès qui est pas hyper impressionnant, tu vois, amateur, semi-pro, pro compris, j'ai que 21 combats, tu vois, c'est pas énorme. Donc, c'est une carrière qui est un peu timide. Mais en fait, c'est pas forcément parce que tu es un bon boxeur que tu vas être un bon enseignant, si tu veux. Oui, oui, ben, tu vois, tu cites que tu as 21 combats, ça me fait penser à Daniel Warin. Daniel Warin, c'est exactement ce qu'il avait en termes de combat dans le Muay Thai. Et derrière, il a terminé comme entraîneur, hein. Alors, bon, moi, j'ai pas comme vocation de finir à 100% coach. C'est quelque chose que j'aime bien, en fait, si tu veux. En fait, j'ai fait des études, j'ai un master en management et en leadership. Et j'ai toujours aimé, comment dire, transmettre, si tu veux. J'ai fait des missions sociales avec des enfants, déjà été, comment dire, professeur particulier pour des enfants, notamment apprendre l'anglais de la bonne manière, je trouve. Et comment dire, en fait, quand j'étais à la campagne, j'ai un peu pris, c'est moi qui avais un peu plus d'expérience, donc j'ai vite pris des gars sous mon aile, pris un peu le rôle de coach, t'occuper des enfants, etc. Quand j'étais au Factory, c'est pareil, ça m'est arrivé plusieurs fois de donner des coups de main avec les amateurs, de partir en déplacement. J'avais même accompagné Jordan, c'était en 2021 en Ukraine. On avait fait un combat de MMA là-bas, je l'avais coaché, tu vois, si tu veux. J'ai toujours aimé, ça a toujours été, je pense, en lien avec mes études. Si tu veux, toujours aimé apprendre, faire ressortir le meilleur des autres, si tu veux, et transmettre, partager tout ça. Et après, il y a un esprit analytique, si tu veux, à avoir. Donc, c'est-à-dire, voilà, comprendre ce qui se passe, que tu vois, pourquoi on fait ça. Et c'est quelque chose que je reproche à beaucoup de combattants pro, en fait. C'est les mecs sont trop en mode PlayStation, en fait. C'est un peu les Sims du coach, si tu veux. Hmm. C'est-à-dire que le coach, il dit fais ci, fais ça, et le gars, il se remet pas en question. Moi, là aussi, là, par exemple, quelque chose où ça m'a mis un peu de temps sur ça, mais j'ai travaillé pendant un moment avec une nutritionniste, et franchement, ça a vraiment changé ma vie, si tu veux. Et en Thaïlande, il y a beaucoup de gens où c'est très bourrin. Les gens, ils s'entraînent très dur. En Thaïlande, on s'entraîne très dur, mais pas forcément très intelligemment. Et loin de là, même des fois. Et en fait, il y a des gens avec qui tu discutes. Les gens, ils n'ont aucune notion de l'alimentation, ils n'ont aucune notion de conditions physiques, ils n'ont même aucune notion de cutting, si tu veux. Et même dans des grosses salles, hein, il y a des gars, ils cut en Thaïlande, les gars, ils cut, moi je trouve, il y en a beaucoup, ils cut super mal, quoi. En fait, il cut en courant au soleil toute la semaine, quoi, avec un kawaii. Ah oui, ah oui, d'accord. Ouais, c'est Ah ouais, c'est extrême. ouais, c'est hyper particulier. En fait, je sais pas, je vais te dire une connerie, on va faire hyper simple. Tu as 5 kilos à perdre sur la semaine, tu vas être pesé le vendredi. Le lundi, je mets mon kawaii, je cours. Voilà, j'ai perdu 3 kilos, bon, bah, je peux en manger 2 kilos. Et on fera la même chose le lendemain, tu vois, si tu veux. En fait, ils se pèsent tout le temps et puis ils Oui, restent à mais la limite c'est. comme ça, ils perdent par échelle. Et c'est un des défauts de la Thaïlande. C'est en fait en Thaïlande, ils aiment pas trop la modernité. Enfin, pour certains, hein, évidemment. Mais tu as trop de camps où les gars sont bornés, où c'est à l'ancienne, en fait, si tu veux. C'est voilà, le Hmm. matin, tu te lèves, tu dois faire ton gros footing de 10 km, Ah ouais. tu dois faire tes PAO, etc. Donc après, ça a du bon au début, parce que la répétition, c'est quelque chose d'important. En fait, c'est quelque chose même que moi, en tant que coach, je vois beaucoup de débutants ont du mal à comprendre. C'est qu'en fait, si tu veux bien réussir, faut répéter, quoi. Faut driller, faut driller, faut driller. Je pense à Jean-Charles, qui, quand je lui disais, ouais, comment je vais faire pour améliorer mon coup de pied, tu vois, il me regardait avec, je sais pas, tout le monde l'a déjà vu sur Karaté Bushido, le personne, il me regardait, il faisait, tu vois le sac? Bah, tu fais 200 coups de pied. Puis tu verras après, quand tu en feras tous les jours, ils seront mieux tes coups de pied. Tu vois, Ah, tu l'imites bien, c'est trop ça, lui, quand il c'est un parle. ouf. Jean-Charles, c'est un ouf. Il me fait,
Il me fait trop rire. Tu vois, il aime bien mettre un peu les gens mal à l'aise, mais c'est pas malsain, si tu veux. Il aime bien sortir les gens de leur zone de confort. Il me fait rire. Il dit, tu vois, il y a un truc que je répète à tout le monde, je vais le répéter ici, un truc de ouf qu'il fait. C'est toi, tu es comme ça, tu es en train de discuter, normalement, il va passer à côté de toi, il va faire bim, comme s'il te mettait un coup de poing, comme ça, il va s'arrêter à ça de ta tête. Toi, tu le regardes un peu, tu es paniqué, tu vois, oh, il fait quoi? Il est bizarre, tu vois. Ça fait combien de temps que tu fais de la boxe? 3 ans? Et quelqu'un vient comme ça et te met KO. Tu viens, pas de réaction. Et tu sais, si tu veux, c'est drôle, quoi. Tu vois, il aime bien sortir les gens de leur zone de confort. Mais on en discutait, voilà, de ça. C'est disait non, la répétition, en fait, la répétition, la répétition. Et le problème, c'est que si tu fais appliquer ça à tes élèves au quotidien, les gens vont pas revenir, en fait. Les gens veulent pas ça. Ce que je comprends, hein, les gens veulent, le public lambda, il veut se dépasser, il veut suer un peu, il veut un peu bagarrer. Mais en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, un des points clés, et il n'y a pas de secret, que ce soit en jiu-jitsu, en lutte, en pied-point, c'est le drill. C'est répéter, 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 jusqu'à ce que ça devienne un réflexe, en fait. Tu vois. Ben, bien sûr, ben, tous les grands champions le disent bien, il faut répéter ses gammes hein, sans cesse. Et en fait, c'est un peu un truc où les gars en MMA peuvent avoir du mal quand ils ne se structurent pas, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils vont faire euh, de l'anglaise dans un club d'anglaise, du jiu-jitsu dans un club de jiu-jitsu, mais c'est Ouais, comme à l'ancienne, quoi. c'est pas le MMA, c'est autre chose. Le jiu-jitsu pour le MMA, l'anglaise pour le MMA, enfin, c'est pas pareil, tu vois. Même le pied-point en Muay Thai et en kickboxing, il y a quand même des différences hein, avec les coups de coude, ça change quand même, tu vois. Hmm. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, ben, déjà, ne serait-ce qu'au niveau des déplacements aussi, en kickboxing et Ouais, en Muay Thai. ouais. Alors moi, j'aime bien, j'essaie d'avoir un style un peu, entre guillemets, ça va contredire un peu ce que je viens de dire, mais universel. Un style un peu striking, si tu veux. En se déplaçant, en étant long, de loin, tu vois, c'est... là, bah, on est sur le sujet de la Thaïlande. Ils sont trop bornés des fois, en fait, si tu veux, avec leurs trucs. Il n'y a qu'une méthode, en fait, tu vois. Et ils boxent un peu de la même manière, un peu à la dure. Il n'y a pas de mouvement de tête, il n'y a pas de déplacement. On reste l'un en face de l'autre. On, on bloque, tu vois, durement. Et tu vois pas mal de mecs qui font un peu de MMA, qui combattent un peu en Muay Thai, là, à Phuket ou à Bangkok, et qui se régalent, en fait, si tu veux parce qu'ils se déplacent bien, ils sont aériens, ils ont une grosse anglaise, papa, ils mettent des coups, ils sont rapides. Tu vois, les mecs, ils sont vite assez perdus, en fait. Oui, mais de toute façon, on le voit après quand il y en a, ils partent en kickboxing, hein. Ils performent pas, hein, les mecs du Ouais, Muay Thai, certains, hein. l'anglaise, c'est pas pareil. Alors, tiens, c'est marrant que tu dis ça. Par contre, moi, un truc que je reproche aux kickboxers, c'est que les kickboxers ne vont pas en Muay Thai, alors que les Nakmuay, eux, ont plus tendance à aller en kickboxing. Tu vois, C'est vrai, ça c'est c'est pas vrai. bien. Mais au départ, s'ils ont fait ça, c'était aussi au niveau des bourses, parce que le kickboxing payait mieux que le Muay Thai aussi. Ouais, 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 ça c'est assez C'est comique pour, aussi. Alors, c'est pour ça que les gars allaient là-bas. c'est l'argument comique que j'ai, tu sais, quand il y a plein de gens qui disent ouais, le Muay Thai, c'est mieux que le kickboxing, c'est plus complet. Alors je suis d'accord, mais en général, au niveau des bourses, c'est quand même le kickboxing qui l'emporte. D'ailleurs, je ne sais Mm. pas pourquoi. C'est assez marrant. Bah, le Muay Thai, si tu veux, Ah ben, moi je pense, tu vois, je pense que c'est dû à l'époque du K1. ouais aussi. Non, je pense que le Muay Thai s'est tué tout seul avec le côté en fait traditionnel. Parce que pour beaucoup de Ouais. gens, le Muay Thai, c'est un art. Donc en fait, tu as le truc du ramway, tu vois, l'espèce de. Enfin, Ouais, le là, ramway, la musique. bon, la Ouais. musique, c'est sympa. Franchement, la musique, ça met une ambiance. Tout le monde qui, dès qu'il y a un coup, oh, oui, tu vois, ça met l'ambiance. Ouais, Moi, mais j'aime. En Thaïlande, mais les gens à l'étranger, c'est peut-être pas quelque chose qu'ils aiment, quoi. Ouais, moi, ce qui me fait chier, c'est surtout 5 rounds avec déjà, mon début, tu as le Ramway, ça a mis 50 ans. Le premier round, les mecs, ils sont là, l'un en face de l'autre, ils se regardent. Le deuxième round, c'est un peu mieux. 3, 4, on y va. Et au cinquième round, on sait déjà qui a gagné, donc plus besoin d'accélérer. C'est nul. Peut-être t'as pas envie de regarder ça si t'es pas passionné. Laisse tomber. Le combat, il y a eu 15 minutes de combat. En réalité, il y a eu 2 rounds où les mecs se la sont donnés. Enfin, je parle, pareil, je fais une généralité quand je dis ça, hein. Des fois, tu as des combats, c'est du 5 rounds, ça envoie du lourd. Mais voilà, quoi, c'est ce qui tue un petit peu, ce qui a tué un peu le Muay Thai. Alors là, tu en avais parlé avec Maxime, je crois, je ne sais plus avec qui, mais tu as le One qui a ressorti, qui a un peu amélioré le concept là, avec les petits gants, 3x3 petits gants, tu vois. Tu peux faire un cours ramway. D'ailleurs, ça ne plaît pas aux Thaïs, hein, ça. Tu sais que les Thaïs, ils n'aiment pas du tout. Mais En fait,
En plus, le One a racheté le Lumpini. Hein. Le Lumpini, c'est quelque chose pour eux là-bas. Hein. Pas exactement s'ils l'ont racheté, mais bon, ils ont un droit. En gros, ils font des combats tous les vendredis. Parce qu'il y a d'autres événements qui sont au Lumpini, si tu veux. Mais ouais, Oui, donc, il y a comme pour le RWS, j'ai vu qu'au Raja, il y a d'autres trucs aussi qui s'organisent. et en fait, au Lumpini, tu as aussi Fairtex et tu as aussi Super Shem. En fait, il faut savoir qu'en Thaïlande, tu as énormément de combats toutes les semaines. Toutes les semaines, tu peux combattre, ça Ah charge. oui, je sais Ça- bien. Et puis même au niveau des pays d'à côté, au Cambodge, il y a Ouais, il y a des combats, au Laos, et puis au Myanmar, là où Dave Leduc, il allait combattre en Letway. ouais, il y a le Letway, ouais, c'est particulier Mais aussi. d'ailleurs, il s'entraînait au Tiger Muay Thai, Dave Oui, j'ai Leduc, il me vu, semble. enfin, j'ai vu ça. Moi, je ne l'ai pas vu personnellement. Bah, de toute façon, tu sais, quasiment tout le monde est passé au Tiger. Hein. Tu vois, Oui, là, oui. même là, quand j'y étais, il y avait Ramzat, il y avait Darren, Brandon, le gars Ben, de PFL. on peut le dire, le Tiger, c'est la plus grosse salle avec le Venom à Pattaya de Muay Thai en Thaïlande. Ouais, ouais, en fait, c'est une salle. Alors, pour le Muay Thai, c'est pas les meilleurs, si tu veux, mais en fait, ce qu'il y a de bien, c'est Ouais, que c'est mais une commercial plutôt, je veux dire, tu c'est vois, ça, ouais. En fait, qui ramène du monde. l'avantage au Tiger, c'est que tu as tout. Déjà, en fait, tu as tout le matériel, tu as tout ce qu'il faut à un seul et même endroit. La rue où se situe le Tiger, c'est une rue où il y a tout. Il y a plein de clubs de fitness, il y a au moins 5 6 clubs de sport de combat. Il y a plusieurs salles de musculation, tu as tous les restaurants adaptés. En fait, c'est hyper avantageux. Tu as même plein de mecs, notamment Alazov, et j'oublie à chaque fois comment il se prononce son nom, Roman Krylia, un truc comme ça, le champion Ah, du monde. l'Ukrainien? Il est ukrainien-biélorusse, ouais, un monstre. Ouais, ouais, je sais plus qui c'est qu'il avait déjà affronté. Je crois que c'était un Français qu'il avait affronté quand il était au Glory. Il a été au Glory, lui. Ah, tu vois, je sais même pas, tu vas pas être honnête. Si je me souviens bien, il avait affronté un Français, je sais plus qui c'était. Mais je vois qui c'est, ouais. Bien sûr, pour moi, en pound for pound, C'est un light heavyweight, lui. ouais. Pour moi, en pound for pound, c'est le meilleur actuellement. C'est Ouais, en kickboxing dans le monde, c'est lui, pour moi, c'est lui le patron, tu vois. C'est un mec, il doit faire 2 mètres à peu près, il tourne autour d'une centaine de kilos, et hyper dynamique, hyper aérien et tout. Et en fait, si tu veux, des mecs comme ça, ils viennent un peu au Tiger, mais en fait, ils font pas les cours. Ils sont là avec leur coach, leur partenaire d'entraînement, et ils font leur vie. Ils ont accès, si tu veux, à la structure. Donc ça aussi, c'est avantageux, quoi. C'est-à-dire que tu es dans un endroit, c'est pas comme en France, où tu vas devoir prendre le métro, faire 40 minutes pour aller à telle salle, après, il faut aller à telle salle, ta condition physique, tu l'as fait ailleurs. C'est assez compliqué. D'ailleurs, c'est beaucoup ce qui m'a plu, moi, en Thaïlande, quoi. Moi, j'aime bien ça, j'aime ouais, bien. ben, ils se sont basés sur le système américain. Hein. Aux États-Unis, c'est la même chose. Hein. Pas tout Ouais, dans la même salle. Hein. ouais, c'est ça. Bon, tu as le Factory à Rungis qui est un peu comme ça aussi maintenant. Je suis allé qu'une Mais, fois, d'ailleurs, je sais pas si tu es au courant, à Rungis, ça n'existe plus, le Mema Factory. Ils ont arrêté avec Vietnam. tu vois, et ils sont Ils vont se revenus. mettre à la défense. À Ah la ouais, défense, ils vont être maintenant. d'accord. Ok, tu vois. Tu vois, pour te dire, tellement je Ils suis bien. s'associent avec le truc de David Pierre-Louis. Infinity, je crois que ça s'appelle. Son truc. Ouais, j'avais vu un truc comme ça. Ben, ils J'avais- s'associent ensemble. Ils font ensemble à la défense. Ils vont faire un truc. Ouais, Donc voilà. j'avais fait ma Parce que le période. Venom maintenant, ils sont ouais, ils ont fait un partenariat avec la Hatch. D'accord. Donc là, maintenant, c'est C'est la hache marrant. qui va aller à Rungis. Non, non, ils restent là où ils sont, mais ils ont un partenariat avec eux. Je sais pas ce que ça va devenir, truc à Rungis, je sais pas ce que ça sera. J'en sais rien. D'accord. Moi, dommage. Ma salle, elle était bien. Tu vois, c'est. Ouais, bah, au départ, bah, il y avait Daniel Moirin qui était là-bas. Et bon, Ouais, 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 ils l'ont je savais pas ça non ils l'ont plus. viré comme un malpropre, mais bon. J'ai suivi un peu l'actualité. Alors moi, je vais me faire l'avocat du diable. Je vais dire un truc que tout le monde a entendu des trucs sur le Factory, mais moi, je vais dire une chose sur le Factory. Le Factory est critiqué. Il y a des choses où je suis d'accord, mais il y a trop Ah de oui, c'est vrai gens. que toi, tu as été là-bas, oui. C'est Moi, vrai. j'ai été là-bas. Il y a trop de gens, en fait, leur vie, c'est la lune, en fait, j'ai l'impression. Il y a trop de gens. Est-ce Hmm. que, quand tu es un footballeur débutant, tu vas aller dans un grand club en pensant qu'on va tout apprendre et qu'on va te mener jusqu'au sommet? Le Factory, c'est une salle, quand tu es pro, c'est pour du business. C'est tu viens faire ton sparring, tu viens un peu briller, mais tu es déjà bon. On va pas t'apprendre, on va t'affûter, en fait, si tu veux. C'est,
Tu vois ce que je veux dire? En fait, le factory, c'est pour le management. Moi, à mes yeux, enfin, moi, c'est mon analyse personnelle. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, qui disent, ouais, machin, je suis allé au factory, mais c'est pas ouf, ceci, cela. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, en fait, si tu veux. C'est un gros club, c'est une grosse structure. On peut dire ce qu'on veut. Ares, ils sont arrivés, bim, c'était la meilleure promotion de MMA en France, hein, parce que pour l'instant, moi, je trouve que c'est eux la meilleure promotion. Qui Oui, font. bah après, j'ai envie de te dire, entre faire de la promotion et sur le côté sportif, entraîner et tout, c'est après aussi deux choses différentes aussi. Oui, oui, non, mais voilà. Mais après, il faut être au courant. Il faut être au courant. Tu vois, voilà, le factory, c'est tu vas. Tu as tes partenaires d'entraînement avec qui tu vas faire des trucs. Tu as une entraide parce que tu as différents talents en lutte ou en pied-point qui vont se retrouver au même endroit. Et tu as le sparring pro et le management. Il ne faut pas avoir des attentes au-delà des limites. Il y a trop de gens, moi, qui me disaient, qui pensent, en fait, c'est comme le Tiger. J'ai beaucoup de gens qui arrivent comme ça. Ils pensent que parce qu'ils arrivent dans un grand club, ils vont devenir archi forts très rapidement. Ça marche pas comme ça. En fait, tu seras mieux accompagné, mais c'est à toi de te gérer et c'est à toi aussi d'être lucide. Ouais, et puis là-bas, c'est comme aux États-Unis, tu payes le coach pour Ouais, t'entraîner avec en plus. Donc ouais, ouais, c'est comme aux États-Unis. Donc si t'as pas d'argent et tout, je veux dire, t'es pas pro, t'as pas de bourse pour pouvoir les payer, ça va être difficile pour toi de t'améliorer, quoi. et après, ça, c'est partout pareil, hein. Tu sais, tiens, je te parle de lui sur les réseaux sociaux. Là, j'ai un petit dont je m'occupe au Tiger, un jeune français. Là, on entendra parler de lui bientôt. Je pense qu'il s'appelle Scott MMA, qui est assez actif sur TikTok. Et comment dire, on en parlait de ça. À la fin, tout est une histoire d'oseille. Ça a beau être un sport, ça a beau être une passion, etc. Le coach à McGregor, il est là, il dit ouais, McGregor, machin, c'est une belle histoire. Ou même le coach d'Adesanya, ah, on le suit depuis le début, ceci, cela. Mais demain, il arrête le combattant, il arrête de payer le coach, il n'a plus de coach. C'est évident aussi, tu vois, si tu veux. C'est ça, en fait, c'est cette américanisation qu'on a un petit peu du mal à avoir en Bah, le France. business, comme on l'a dit au début, c'est du business. C'est du business. D'ailleurs, si tu veux, pour parler un peu de ça, j'ai pris quelques notes de trucs qui me tenaient à cœur. C'est en fait, c'était par exemple, tu vois, la culture du sport en France. En France, moi, je me suis rendu compte de ça. Moi, j'ai voyagé assez jeune. J'habitais en Afrique du Sud quand j'avais 16 ans. Donc, d'ailleurs, j'ai fait mes premiers combats en plein contact là-bas. C'était la première fois, si tu veux, que je voyais une salle. Moi, je venais de la campagne. On avait le dojo municipal, si tu veux. Je faisais du full contact dans le Oui, dojo oui, municipal. bah, Tu vois, comme nous tous. voilà. Et je suis arrivé là-bas, il y avait une cage, il y avait plein de sacs. Enfin, c'était une salle de ouf, quoi, tu vois, pour moi à l'époque. Ouais, salle Et, privée. et en fait, tu as des pays, notamment les pays anglo-saxons, Australie, Angleterre, États-Unis, qui ont une culture du sport qui est mais supérieure à la nôtre et une culture de la réussite, en fait, si tu veux. Par exemple, je sais pas, en Afrique du Sud, les mecs, ils faisaient du rugby l'après-midi. On finissait les cours à 13h30. L'après-midi, c'était consacré à tes projets perso et au sport. Il y avait une ligue de lycéennes de rugby. Les finales, ça passait à la télé, si tu veux. Genre, nous, quand en fait, tu veux faire du sport à l'école, tu as UNSS tennis de table et UNSS badminton. Et c'est pas une blague. Tu vois, le sport au Ouais, lycée, et puis nous, tu vois, comme c'est fait les profs de PS, ils sont pas spécialisés dans un sport. mais pas du tout. Quand tu vois, tu parles justement de l'Afrique du Sud, des États-Unis et tout, ceux qui, par exemple, vont entraîner le basket, c'est des anciens basketteurs, c'est des coachs, ils ont leur diplôme d'entraîneur, c'est des spécialistes. C'est que là, quand ils veulent te faire faire style, je sais pas, ben, du basket, ça se trouve, le prof de PS, il a jamais joué au basket de sa vie. Mais le mec va te Non, dire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais c'est n'importe exactement. quoi en plus. Ça revient alors. Moi, désolé pour ceux qui écoutent, hein, c'est ceux qui me connaissent, ils ont l'habitude. Moi, je pars dans tous les sens. En fait, je dis ça, je change de sujet. Mais là, ce que tu viens de dire, c'est Je suis hyper pareil un intéressant peu. parce que, en fait, j'avais pris une note sur ça aussi. Moi, j'avais fait un stage d'une semaine avec l'équipe de France de kickboxing, en fait. Et si tu veux, moi, ce qui m'avait choqué, c'était que le coach en condition physique, enfin, choqué, c'est pareil. Pareil, là, je donne un avis d'expertise, tu vois. C'est vrai, les gens vont dire, ah, mais toi, t'as fait quoi, t'es qui, machin. Non, je dis juste ce que je pense, en fait, tu vois. Et c'est vrai, le coach en condition physique de l'équipe de France, c'est un mec qui faisait de l'ultra trail, en fait, si tu veux. Et je dis pas qu'il n'a pas de légitimité à nous enseigner ou quoi, mais il y a des trucs où c'était, je sais pas, c'était nul. Tu vois, tous ceux qui ont été en stage d'équipe de France, ils te diront qu'il y avait plein de trucs qui n'étaient pas cohérents.
Et en fait, surtout aussi, par exemple, quand je parle de nous, c'est la loose sur le sport, on était dans un Krebs, au Krebs de Vichy plus précisément, et le mec, il te fait un énorme discours sur l'alimentation, et après, tu vas à la cafette, et au petit déjeuner, on te sert des chocs à pic, quoi, avec un fruit et un yaourt, et c'est même pas une blague. Et après, le mec, il est là, hein, alors l'alimentation, ceci, cela, tu sais, mais t'es une catastrophe, en fait, tu vois, c'est… Oui, ben, si tu veux, en fait, en France, la vision du sport, c'est la vision de la pierre de Coubertin, tu vois. L'important, c'est de participer. C'est Ouais. cette vision-là. Et moi, je pense, il y a plein de trucs comme ça qui vont pas. Tu vois, par exemple, je sais pas, dans les campagnes, on a plein de forces de la nature. Je disais un truc là, tu Oui, vois, ben, je l'ai dit dans mes podcasts précédents, notamment avec Anthony Nantois et puis d'autres, que ouais, en France, partout en France, que ce soit en métropole ou en outre-mer, on pourrait faire tout et n'importe quoi, hein. ouais, en fait, là, si tu veux, moi, Sauf qu'on n'exploite pas tout ça, on n'exploite pas. exactement, là, je suis à la je vais te prendre un exemple. Je suis à la campagne chez mes parents là pour l'été, je suis en Normandie, et je donne des cours dans un club de campagne comme ça, juste pour le fun et puis pour rester actif. Et en fait, j'ai un petit, il a 14 ans, il fait presque ma taille, donc moi, je fais 1,89 m, il fait 90 kilos. Et Ah tu ouais, vois, ça, 1,89 m tu fais? ouais. Ah, ça doit être compliqué pour ton talent de trouver des adversaires parce que. Ouais, c'est assez chaud, c'est assez chaud. Moi, je veux combattre en middleweight. J'ai fait du poids lourd, j'ai fait du lourd léger beaucoup. Mais maintenant, je veux rester à 86 kilos. Euh, Après, en kickboxing, ouais, des gars de ton gabarit, tu vas trouver plus facilement. ouais, j'ai trouvé plus facilement. Après, bah, le One fait du kickboxing hein, aussi, tu vois. Si tu veux. Le One fait du kick, il y a le Japon, il y a la Chine aussi qui a réouvert et qui va faire beaucoup de, qui a beaucoup de demandes. De toute façon, Ouais, en bah fait, d'ailleurs, tu vois, tu parles du Japon. J'ai su dernièrement que le K1 vient de faire quelque chose. Là, je crois que c'est en septembre, qui lance leur coopération avec la fédération de Kyokushinkai et avec ouais, Sakuraba. non, Donc je ils vont n'ai faire pas. un gros truc, quoi. Et, je pense qu'ils veulent essayer de revenir au max au devant de la scène, quoi. Mais Ouais, moi, ça ne m'étonnerait pas des Japonais. Ils font pas de bruit, tu vois. Ils font tout doucement. Mais jusqu'à ce que ça explose, regarde le Rising, ce qu'ils font avec le Bellator, ouais, mais il y petit a à beaucoup, petit, ils reviennent, hein. il y a beaucoup de choses hein, qui se passent en Asie. C'est juste que c'est pas exactement le même marché, en fait, si tu veux. T'as, mine de rien, l'Asie, ils ont quand même rien qu'avec la Chine, l'Inde. En fait, il y a beaucoup de visibilité, mais qui reste asiatique, si tu veux. Et attends, je vais juste reprendre sur le sujet du jeune, là, qui fait donc Ouais. qui est aussi grand que moi. Je vais vulgariser la situation, mais s'il continue le sport, voilà, il sera sponsorisé au mieux par Super U. Il ira peut-être faire 3-4 compétitions dans un gymnase où c'est le gymnase communal avec le terrain de basket et de hand à l'intérieur. Alors qu'aux États-Unis, c'est un petit qui pourrait avoir une prime de fou si il poursuit dans le sport, qui pourrait faire des études, qui pourrait avoir une bourse. En fait, c'est des choses qui pourraient changer sa vie, si tu veux. L'élever socialement, l'élever sur plein de choses. Et Après, on a parlé, tu vois, excuse-moi, on a parlé des pays anglo-saxons, mais les pays asiatiques sont aussi dans ce délire-là. Et les Russes aussi. ah ouais, bah, Les Russes, je sais qu'ils font aussi pas mal comme ça aussi. les pays de l'Est, c'est pas pareil. Moi, j'ai fait une fois, j'ai fait une Coupe Mm. d'Europe WACO. Je sais pas si tu sais ce que c'est, la WACO. C'est un peu Si, comme, Waco aussi. pour ceux Je qui sais ne ce que savent pas, c'est. c'est un peu ceux qui suivent le MMA, c'est comme l'IMAF en fait, mais en kickboxing, quoi. C'est du amateur de très haut niveau. Et Mm. bah, si tu veux, les Ukrainiens, les Russes, je sais pas, les Serbes, tout ça, ils viennent, des fois, ils mettent même deux mecs par catégorie, quoi, si tu veux. Alors que nous, en France, on n'a pas de représentants dans toutes les Il y a catégories. les Iraniens aussi, je crois que les mecs sont payés juste pour rester en équipe nationale. Aussi, moi, les Iraniens, c'est des pays qu'on ne connaît pas. Ils sont très chauds en lutte, ils sont chauds en Muay Thai aussi. Ah, en kickboxing, tout ça, je le sais, en Sanda aussi, les mecs sont bons, hein. Ah, en Mais Thaïlande, il y a une grosse communauté iranienne. ouais, ben, je suis pas étonné. Ben, déjà, tu as expliqué qu'il y avait tous les Ouzbeks, les Kazakhs, tout ça qui venaient au Tiger. Donc, ouais, je suis pas étonné qu'il y ait aussi des Iraniens, quoi. Non, non, il y en a énormément. Mais donc, ouais, c'est pour te dire, voilà, en France, on a du retard sur beaucoup de choses, quoi. Voilà, on a une culture un peu de la loose. Si tu veux. On a une culture un peu de jaloux aussi, il faut le dire. Et ça a du mal un peu à s'élever. Il y a beaucoup de choses à corriger. Là, ça s'améliore quand même. Là, je vois le MMA,
ils font des trucs sympas quand même en amateur, là, en France. Il y a quand même des ligues, il y a quand même des trucs qui se font, il y a quand même des événements. Ouais, ouais, ben, ils m'ont bien dit, dans l'année, tu peux carrément combattre tous les mois en France en Ouais, amateur. ouais. Bah, ouais, bah, comme je t'ai dit, là, quasiment, moi, quand j'ai, en 2019, ah, tu Ah, m'entends? ouais, ouais, je sais pas si c'est toi ou moi qui a bugué cette fois-ci, j'en sais rien, mais. Moi, j'avais plus ton image, plus, mais c'est pas grave. Ah, d'accord, bah, ça devait être Ouais, moi je alors. disais, en 2018-2019, moi, j'avais quasiment, ouais, je t'ai dit, 9 combats sur la saison, donc ça fait quasiment un combat tous les mois au final. Et Oui, ben en Thaïlande, oui, je sais que c'est ça, et même en pied-point en général. c'est comme ça que tu deviens à l'aise. Si tu veux, regarde, par exemple, on parlait là des pays de l'Est, les Russes, tout ça. C'est des mecs qui arrivent en professionnel, ils ont fait 60 à 80 combats amateurs. Et, euh, et même en Thaïlande, là, c'est ce que je reprochais tout à l'heure au MMA, je disais la protection du record. En Thaïlande, les mecs, ils s'en foutent. Il y a des gars, ils ont 200, 300 combats. On va dire, si le mec, un champion reconnu en Thaïlande, c'est un mec, il a 300 combats, il a 250 victoires. Il y a quand même 50 fois où il a perdu, si tu veux. C'est quand même. C'est Ouais, pas. mais puis en Thaïlande, je sais pas s'ils ont mis en place des combats amateurs en Muay Thai, mais je sais que les gars, ils commençaient directement professionnels là-bas. Ah, il n'y a pas, en fait. Il y a quelques petits trucs où ils font avec les protections, mais c'est Ouais. marginal et c'est pour le fun, quoi. Tu vois, tu verras pas de taille combattre là-dedans. Non, c'est tout sans protection, même les enfants, hein. Oui, je Elbow, sais que les gamins, justement, ça faisait parler au niveau international, des gamins de 7 ans, ouais, ils disent. c'est dur, ça, tu vois, un peu quand même. Ça reste dur. Ben Moi, il y a- ça, culturellement, ils l'ont gardé parce que ils ramènent de l'argent à leur famille, si tu veux. Donc, Ouais, en fait, si tu veux, faut comprendre que, par exemple, tu fais Même moi, là, j'ai fait un combat bas niveau, si j'ose dire, là, pour ma reprise. Après, bon, je me suis cassé le bras, j'ai été opéré, tout ça. Pour reprendre un peu l'essence du ring, bah, c'est quand même un combat. Les premières bourses, ça te paye, moi en tant qu'étranger, ça me paye la moitié, voire plus de mon. Ouais, non, même pas la moitié, qu'est-ce que je dis? Presque tout mon loyer, en fait. Tu vois? Donc, quand un petit il ramène en un combat, il ramène de quoi payer le loyer, quelques repas à sa famille, ouais. Tu vois, mais c'est dur. Il y a des fois, tu vois, moi j'ai déjà vu des petits, j'ai de souvenirs, un ou deux petits faire des commotions, un petit qui vomissait sur le ring et tout, là, cette année. Tu vois, ah et ben, ouais, ça rigole pas, mais c'est pour ça que il faudrait qu'ils trouvent quelque chose pour les plus jeunes, parce que surtout qu'ils sont en pleine croissance. Regarde, comme nous, on peut être en plein contact à partir d'un certain âge en France. bon, ça se fera pas là-bas, hein, si tu veux, ça changera pas. Le Muay Thai, il va pas changer. Écoute, peut-être qu'un jour ça changera, j'en sais rien. Parce que bon, les gamins, ils vont être bien abîmés. Après, à l'âge adulte, tu en vois des fois les tailles quand ils ont 40 ans. Ah bah, de toute façon, le schéma classique d'un Akmoué, d'un Thaï, c'est commencer à boxer à 7 8 ans. Après être au pic de sa carrière à 17 20 ans, retraite à 22 23 ans, et après tenir les PAO, fumer des clopes et picoler, quoi, tu vois. C'est un peu, Ouais, alors, c'est ça. Et boiter, ils boitent pas mal aussi, les mecs. c'est cliché ce que je viens de dire, c'est pas le cas de tout le monde. Mais voilà, c'est un peu une généralité qui est vraie, si tu veux. Après, sauf si tu t'appelles Boakao ou Sanchai, où tu peux durer Voilà. comme eux, parce qu'ils ont des belles bourses. Ouais, ils ont des belles bourses, et puis ils combattent. Sencha, il faut savoir, là, je t'avais entendu parler avec Maxime du Thai Fight. Alors, d'ailleurs, le Thai Fight, tu sais, il y a les cordes, là. Ouais, Il y a, ouais, on il en y a avait des dit, gants de ouais. MMA en dessous, hein. D'accord. Avant, je crois que, je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, mais je sais que maintenant, il y a des gants de MMA en dessous. Et en fait, au Thai Fight, ils servent toujours un mec que personne connaît en pâture à Senchai. Tu vois. Ah ouais, d'accord. Voilà, après, c'est le jeu, c'est le jeu. Hmm. Il y a des gars, ils savent ce qu'ils font, ils y vont pour perdre, mais bon, ils auront boxé dans leur carrière. Senchai, c'est un privilège. Je suis monté sur le ring avec les plus Hmm. grands. C'est quelque chose. Voilà. Tu vois, il y a des gars qui se font plaisir, ils se font plaisir comme ça. Bon. Et toi, sinon, après, au niveau professionnel, au niveau des combats, qu'est-ce qui arrive prochainement pour toi? Si tu peux en dire mieux.
Bah là, alors l'anecdote, c'est que l'année dernière, je passais quasiment toute l'année en Asie. J'avais décidé de faire, j'avais préparé d'ailleurs, j'avais fait 2 combats. Je fais 2 combats en Muay Thai Pro l'année dernière, donc en Thaïlande. Bon, on s'est bien gagné. Victoire premier round de KO, victoire troisième round de KO. Après, je devais revenir en France pour l'été. J'avais préparé, je devais affronter un champion du monde ISCA, en fait. Donc un mec qui avait un titre en full contact, mais on devait s'affronter en K1. Donc on ne s'affrontait pas pour la ceinture. Le Hmm. combat a été annulé au dernier moment. J'ai même pas été payé une partie de la prime et tout. D'ailleurs, ça m'a laissé un goût assez amer parce que je m'étais vraiment. Je pense que c'est la prépa la plus dure que j'ai fait et je me suis fait. Enfin, le combat est annulé 3 jours avant, quoi, si tu veux. Donc, psychologiquement, ça avait un peu Ah ben, piqué parce que c'est arrivé récemment à Edin Slimani hein, pour son championnat du monde en plus, un championnat du monde en République tchèque. voilà, moi en fait, si tu veux, je pensais aussi, je me disais, putain, je vais enfin pouvoir montrer en France ce que je sais faire, si tu veux. Et j'étais content parce qu'en fait, j'étais inconnu. Moi, j'avais gagné pas mal de combats en amateur. Après, je suis passé semi-pro, il y a eu le Covid. Après, ça a eu du mal. Boum, me voilà. Et en fait, moi, on m'avait un peu pris en underdog, si tu veux. On pensait un peu qu'on m'envoyait à l'abattoir, sauf que les gars, ils savaient pas. Moi, tous les jours, je m'entraînais, en fait, si tu veux. Tous les jours, je m'entraînais en Thaïlande. Donc à la dure et tout, et j'étais persuadé que j'aurais pu faire un super truc. Et bon, voilà, ça a été annulé. Après, en fait, bon, l'histoire, elle est longue, mais on va faire ça court. J'ai été sollicité par une très grosse salle au Vietnam, en fait. Donc, je me suis retrouvé là-bas pour coacher aussi et en même temps faire ma transition MMA. En fait, j'ai pas mal, j'étais copain avec Luc Rousseau, que j'ai Ah oui, rencontré, du Rousseau, quoi, que je connais, ouais. Hmm. un mec incroyable, un grappling incroyable. D'ailleurs, c'était dur. Avec lui, c'était dur. En plus, c'était dur, mais il avait une espèce de bienveillance envers moi, si tu veux. Ça a été vraiment un grand frère pour moi. Il y a eu 2 mecs comme ça qui ont été des grands frères pour moi dans ma carrière sportive. C'est Jérôme Le Banner et Luc Rousseau. C'est des mecs, j'aurais aimé les rencontrer plus jeunes encore, si tu veux. C'est des gars Hmm. qui m'ont vraiment permis de comprendre des choses avec plus de maturité que ce soit sportivement ou dans la vie de tous les jours, si tu veux. Et donc, en fait, voilà, je me suis retrouvé, ça s'est pas bien passé. Je suis retourné en Thaïlande, je me suis retrouvé au Tiger. Et j'avais eu donc cette proposition d'assistant coach avec le coach en kickboxing parce qu'il m'aime bien, on s'entendait bien, il sait que je suis sérieux, que je boxe bien. En fait, moi, j'ai toujours été, c'est peut-être un peu lié à mon éducation, mais sur un certain rapport à la discipline. Pas dans tout, mais sportivement. C'est-à-dire que moi, je ratais jamais un cours de kick, tu vois, au Tiger. Tu vois, je vais être là 1 an. Même là, il n'y a eu aucun moment où j'ai pas été là. Il n'y a eu aucune journée où je suis pas allé au Tiger, là, quand j'y étais dans un coup pendant 10 mois, là. Et si tu veux, donc on m'a demandé, j'ai fait le sparring partner avec Darren Till, enfin pour Darren Till, pour sa préparation contre Dricus Duplessis. Ah ouais, Et d'accord. ouais, ouais, est-ce que bah, tu mets les gants, bah, c'est ça aussi le Tiger, tu vois, c'est comme au Factory. C'est tu viens aussi, le Tiger, faut pas t'apprendre non plus, enfin, faut pas penser que tu vas apprendre plein de trucs. Tu vas faire de la répétition et quand tu viens faire du sparring, tu vas mettre les gants avec des gens lourds. Donc après, il faut faire attention. Hmm. Bah Si ouais, tu Darren Till, n'es pas prêt, il y a punition. c'est. Et t'as bien sympathisé avec Darren Till ou pas? Franchement, on n'a pas trop parlé. On n'a pas trop parlé. En fait, il m'a pété le bras pendant le sparring. Bon, il n'a pas fait exprès, tu vois. Il Hmm. m'a mis un switch knee. On est tous les deux gauchers, en fait. Et à un Ah, toi moment, aussi, t'es gaucher? ouais, 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 je sais pas ce qui s'est passé. Je suis rentré dedans et je sais pas. Ça allait archi vite, en fait. Il a fait un switch knee. Je me suis baissé comme ça, tu vois. Et là, bah, j'ai une belle Ouais, la cicatrice. cicatrice. Hmm. Ah, il Ouais, t'a au pété le bras. bras. Ouais. Ouais, ça fait un souvenir, tu te diras, c'est Darren Till qui me l'a pété. Ouais, bah, ça saoule un peu. Mentalement, ça m'a pas mal plombé. Après, tu vois, là, pour te dire encore un mentor de vie, j'ai revu Jérôme. Et je lui disais, putain, Jérôme, mon bras, il est pas pareil. Ah bah Et lui, il sait ce qu'il sait, il sait ce que ouais, c'est. Hein. Ça lui est arrivé en plein combat face à. C'était c'était Mark Hunt qui lui le pète, et c'est après quand il prend un Ernesto Hoost qu'il lui finit le bras. et si tu veux, en fait, il m'a réaidé mentalement parce que j'avais l'impression, tu vois, moi, j'ai toujours eu dans ma carrière un gros bras arrière. Je touchais souvent les mecs en amateur ou même en pro quand j'attrape dans le menton avec le bras arrière. Franchement, Déjà, le fait d'être gaucher, moi je suis aussi gaucher. Les droitiers, ils aiment pas sont perturbés, donc la gauche, elle passe plus facilement le qu'une bras droite. arrière, tu as la tête à l'extérieur du jab, boum, tu vois, c'est pas mal.
c'est pas mal. Mais ouais, j'avais perdu un peu ce truc-là. Et Jérôme, il m'a vraiment mis ça à niveau. Il m'a dit, ouais, c'est rien et tout. Moi, j'ai boxé avec les plaques parce que là, bah, j'ai une plaque dans le bras avec des vis et tout, tu vois. Donc, d'ailleurs, ça a été, ça m'a quand sur mon dernier combat, le mec il a envoyé un middle, j'ai donné l'épaule comme ça parce que ça m'a, je vais pas dire ça m'a choqué, mais en fait, dès qu'il a envoyé le middle de ce côté-là, j'ai donné l'épaule. Je m'en voulais. Tu sais, je dis putain, t'es un Ouais, bourrin. ouais, c'est un réflexe quand tu te blesses un peu partout au niveau du corps pour essayer de, je sais pas, tu sais, de se protéger, de se dire que ça se reproduira pas, machin et tout, mais bon, un jour Ouais, peut-être que ça peut se reproduire, hein. c'est Regarde délire. Connor, on va prendre l'exemple de Connor, moi je sais pas comment il fait le mec, ça montre le mental qu'il a, et avec la fracture qu'il a eue face à Dustin Poirier, bah, le mec il est toujours là, quoi, il continue à s'entraîner, il veut recombattre, tu vois, le gars il a encore faim, hein. Ouais, ouais, Même ouais, si on c'est ça. pense qu'il s'est embourgeoisé, le mec, de toute façon, au niveau où il est arrivé, il peut pas être arrivé comme ça par hasard. Quand j'entends certaines Bien sûr. personnes, ouais, machin et tout. Non, le gars, il aime se battre et puis c'est tout. Après, voilà, c'est Sinon, jamais ça. il serait rentré dans une cage. Il aime se battre. Il s'est embourgeoisé, c'est sûr, tu vois. Il a moins faim, c'est Ouais, sûr. Mais il aime se battre. Il a envie de se battre, bah il fait le oui. show, il vend du billet. Donc, et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Tout le monde dit, ah, McGregor, il est fini, c'est une honte pour le sport. Mais on s'en fout, il fait de l'oseille. En fait, c'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Tu vois, je dis ça, voilà, moi, je suis personne pour dire ça. Mais tout le monde se plaint, ouais, on ne gagne pas d'oseille, mais fais-en gagner. Et après, tu verras, tu vois. C'est ça le truc, en fait. Et c'est là, notamment, tu vois, ça, j'ai appris ça d'un petit jeune, donc Scott MMA. Je te parle de lui, je t'invite même à essayer de discuter avec lui. C'est un petit jeune qui va avoir 19 ans, qui a tout quitté en France et qui est venu en Thaïlande. Et il a gagné. En fait, le Tiger, tous les mois, organise un truc amateur, un événement amateur. Et il a dit, ouais, En moi, MMA ou en Muay Thai aussi, en Muay pied-point, tout ça. Thai, MMA, boxe anglaise. Il y a les trois. D'accord. Et Et pas lui, kickboxing, non, ils font pas en kickboxing. ouais, en fait, ils disent Muay Thai amateur, il n'y a pas de coup de coude. Donc, c'est comme du kickboxing, quoi. Ah, ok, Kickboxing, d'accord, ouais. quoi, si tu Hmm. veux. Et il disait, moi, je prends n'importe qui tous les mois. En anglaise, en Muay Thai ou en MMA, il n'y a pas de souci, j'affronte n'importe qui. Et il a tenu, et au bout de 6, 7 mois, ça a été reconnu, et j'étais dans le coin, c'était un beau moment. Pendant le deuxième round, le boss du Tiger, il me dit, ouais, lui, là, j'ai envie de le sponsoriser, je vais le sponsoriser à la fin du combat. Et l'anecdote, c'est que Scott, il avait l'arcade ouverte, il affrontait un Russe en MMA qui se débrouillait bien. Et il était un peu fatigué et tout. Et à la fin du deuxième round, je lui dis, voilà, le boss, il a dit, si tu gagnes. Alors, il n'a pas dit si tu gagnes, mais je lui ai dit, si tu gagnes, tu as 1 an au Tiger. Tu as 1 an. Et lui, en fait, il a été assez intelligent, ce gamin, et il s'est écrit des objectifs. Et son objectif de l'année, un de ses objectifs, c'était d'être sponsorisé au Tiger. Et donc, boum, il a gagné, il a été sponsorisé. C'est un jeune qui développe beaucoup ses réseaux sociaux. Et en fait, c'est vraiment lui, il a vraiment raison sur ça. Il m'a dit un truc, tu vois, qui m'a marqué. Il m'a dit, moi, je serai à l'UFC. Bon, voilà. Il a dit, je ne sais pas si la ceinture, je la verrai. Mais une chose est sûre, c'est que je vais faire de l'oseille parce que les gens, ils auront envie de me voir. Tu Hmm. vois. Et c'est assez, c'est pas mal. Tu as plein de mecs qui ont eu la ceinture. Tu as plein de mecs, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui ils sont. C'est comme, je vais te dire un truc, pareil, ça c'est une généralité, parce que j'ai des potes dont c'est le cas et tout, en kickboxing. En France, on a combien de champions du monde ISCA? Combien de champions du monde Waco Pro? On ne sait pas qui c'est, les gars. Et on ne sait pas qui c'est. Les gars, vous êtes champions, vous ceci, cela. Ah, je ne gagne pas ma vie, t'as vu, c'est écœurant, machin et tout. Mais t'es qui, frère? On ne sait pas. Et c'est des mecs, déjà, ils se font boxer que entre eux sur des galas X ou Y qui sont champions. Ils ont boxé un mec italien ou un roumain, on ne sait pas qui c'est. Et quand ils vont au Glory ou à l'Infusion, ils se font mettre la tête en angle droit, tu vois. Donc, c'est. Ouais, après, il y a une solution, c'est un peu comme Jérôme Le Banner, c'est aller dans un pays, être reconnu dans un pays comme au Japon ou aux États-Unis ou autre, ou en Pologne comme avec le KSW, et tu feras de l'argent aussi, hein. Des fois, il Mais n'y a même aussi, pas besoin d'être. avec tes réseaux sociaux, malheureusement, ça fait. Il y a un regard de Doumbé, il a essayé de prouver à l'UFC. Bon, ça, j'ai pas tout suivi l'histoire, mais il a quand même, en montrant à ses fans, en leur demandant l'avis, tout ça. En fait, tout le monde pensait, ah, mais il déraille Doumbé. Mais non, Doumbé, ce qu'il faisait, c'était des stats. Il voulait intelligemment sortir des statistiques et montrer à l'UFC, voilà, sur mes réseaux, il y a ça, il y a ça, il y a tant de gens, tant de pourcents de gens qui veulent voir ceci, cela.
Donc moi, il va y avoir X% qui vont vouloir regarder, blablabla. Il montrait sa valeur de marché, en fait. Il se valorisait. C'est une certaine image business qui est différente. Maintenant, soit il faut se faire conseiller en communication, soit il faut essayer les réseaux sociaux, etc. Mais c'est ça qui fait, c'est ça qui te donne une légitimité aujourd'hui. C'est dommage, peut-être, mais c'est comme ça en fait, si tu veux. Ouais, ben, et puis regarde, il a eu le flair, et puis bon, je pense qu'il est aussi bien conseillé. Il a signé au PFL, et dernièrement, il y a eu une annonce, le PFL va fusionner avec le Bellator, ça va être officialisé au courant août, il me semble. Donc, Donc, il serait une promotion pour les deux. ouais, il va avoir un truc comme ça, si j'ai bien compris, mais il va avoir officialisation normalement courant août. Et l'UFC, c'est tendu pour eux, là, un peu, hein. L'UFC, c'est sûr qu'en proportion, ils ne payent pas. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, faut être honnête. Bah, il reverse que. Bah, il y avait eu le classement là, qui était sorti là, des pourcentages reversés aux athlètes avec les autres ligues professionnelles aux États-Unis, comme la NBA, la NFL et tout. Et l'UFC, c'est ceux qui reversent le moins, ils reversent que 13%. Ouais, donc, tu vois. Et puis, il y a plein de gens, hein, Koubi, hein, quand tu as tes prix, tu as tes coachs, tout ça, machin. Et il y a les impôts aussi, hein, Bien normalement. sûr, il y a les taxes. Bah, Voilà. surtout à l'UFC, vu que leur siège est au Nevada, à Las Vegas, l'État du Nevada, je crois qu'ils prennent 75% des trucs comme ça. Et les taxes sont très élevées là-bas au Nevada. Franchement, One, tu Quand vois, ils là, font tu des as trucs à Las Vegas. des objectifs, là. Moi, mes objectifs, c'est de revenir. Là, je repars au mois de septembre. Euh, Être bien en forme. Là, je vais refaire un ou deux combats locaux parce que, mine de rien, en un an, là, j'ai boxé qu'une fois avec la blessure, tout ça. Donc, faut reprendre le ring. Je ne suis pas non plus un Akmoué. Donc, je vais faire du Muay Thai, du kick, un peu les deux. Et après, voilà, essayer de voir la Chine, le Japon et notamment aussi le One Lumpini. Moi, c'est ce que je vise. Le One Lumpini et le One FC en général. En T'as fait. des contacts dans ces orgas ou pas du Bah, tout pour évidemment, l'instant? le Tiger, si tu veux, ils disent toi tu vas au One, toi tu vas au One, toi tu vas au One, hein, s'ils veulent. Hein. Ah, d'accord, en fait, c'est au niveau des coachs. Parce que comme tu as Ouais, dit, t'as pas de manager, c'est le coach qui fait en fait le manager, quoi. alors là, ouais, en fait, Qui dit, ouais, c'est à peu près ça. C'est la salle qui gère un peu. En fait, j'ai pas de manager vraiment en France. Bon, là, j'ai discuté un peu avec des gars sur les réseaux parce que j'hésitais. Je pesais le pour et le contre, en fait, de est-ce que je reste ou est-ce que je retourne en Asie. Moi, j'ai une situation qui fait que bah, je peux faire un peu d'argent et rester vivre en Thaïlande. Je suis jeune, franchement, je kiffe. ouais, et puis le fait que tu sois coach, ça te permet de te libérer aussi pour pouvoir continuer à t'entraîner et à progresser, que tu n'aurais peut-être pas l'occasion en France où tu serais obligé d'avoir un boulot comme monsieur et madame tout le monde, avec des horaires par exemple, de 8 heures dans la journée, et tu pourrais t'entraîner qu'une seule fois par jour, et du coup, pour progresser, c'est pas top, Ah, quoi. et si tu veux, le Tiger, ce qu'il y a d'agréable, c'est que j'ai beaucoup de gens, hein, c'est des débutants. Hein. Donc en fait, je donne des cours privés et c'est pas fatigant, quoi. Tu vois, si tu veux. Parce qu'après, ouais, t'entraînes quand tu prépares un jeune pro ou un amateur de haut niveau, ou des mecs qui vont faire des combats, ou tu vois, des fois, j'ai des gars, ils veulent faire, je sais pas, 4 5 sessions avec moi en plus de leur session de Muay Thai. Et après, c'est moi qui les accompagne à leur combat. Donc ça peut être un peu plus fatigant. Mais des fois, j'ai beaucoup, moi, voilà, je vais me jeter des fleurs. Je suis très pédagogue. Je suis très pédagogue, je suis très calme. Enfin, dans mon enseignement, je suis très patient, en fait, si tu veux. Et donc, j'ai une grosse clientèle féminine. Et voilà, on fait un peu de PAO, t'encourages les personnes, un peu de sac, un peu de physique. C'est pas fatigant. Donc, je peux m'entraîner à fond à côté. Je peux faire, entre guillemets, ce que je veux. Donc là, ce qui était un peu dommage, c'était de ne pas pouvoir combattre. Mais tu vois, c'est en allant à l'étranger que tu peux faire ça. Moi, je suis en contact avec d'autres gars, notamment, j'ai eu Thibaut Marino, je sais pas si tu as vu le podcast avec Thibaut Marino, qui se fait appeler Globe Fighter. Il avait un blog, tu sais, il avait été au Mac Gym, Ah, au Meijiro Gym, il est allé en Thaïlande aussi, où il a fait des combats au Max Muay Thai, il a combattu au Max Muay Thai. super, ça, Et maintenant, il est au Brésil, où il a été avec Alex Pereira, machin et tout, et il a ouvert une structure avec des amis de Manaus à São Paulo qui s'appelle l'Amazon School. Il organise des camps d'entraînement et il coach, et avec ça, tu vois, il peut continuer à s'entraîner à côté, avoir une carrière de combattant pro. Et il y en a encore un, je pense à Hugo II, par exemple, qui est en Pologne, qui fait la même chose.
Et ça lui permet justement de pouvoir coacher et en même temps de pouvoir s'entraîner pour sa carrière pro. Et il n'y Et a t'as qu'à vu, l'étranger, parce qu'il y a qu'à l'étranger qui a la valeur du coach où tu peux être payé. En France, c'est très rare et ça serait trop compliqué. tu as la valeur du coach et en fait, si tu veux, tu n'es pas bloqué par une institution. C'est-à-dire que, Oui. en fait, Il n'y a ici, pas de fait. Ouais. il faut passer son BMF, le BPGEPS, tout ça. Alors ça, je Mm. suis entièrement d'accord. C'est normal. Tu as des savoirs à reconnaître, etc. Mais encore une fois, tu as d'autres choses en tant que coach. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je disais avec le head coach de MMA du Tiger, me disait que, par exemple, il sait que je suis pas, voilà, moi, j'ai pas la prétention d'être un expert. J'ai pas la prétention d'être le meilleur des coachs. Mais en fait, moi, si tu veux, je suis capable de faire preuve de leadership. J'ai une grosse voix, je suis capable de prendre de l'espace, de répéter les choses, de parler bien anglais, de parler fort, de me faire comprendre. Tu vois, c'est pas forcément facile non plus de gérer un cours de 40 personnes. Tu as plusieurs nationalités, tu as beaucoup de turnover, tu as des gens qui viennent régulièrement, d'autres, ça fait 3 mois qu'ils sont là, tu en as qui sont là toute l'année, tu as des mecs qui sont là que pour 2 semaines, tu en as qui parlent pas anglais, tout ça, si tu veux, c'est un autre management. Et en fait, à l'étranger, encore une fois, voilà, la culture anglo-saxonne, on te donne ta chance beaucoup plus facilement, en fait, si tu veux. Que nous, là, demain, la seule vocation, pareil, je dénigre personne, la seule vocation que j'aurais eue en tant que coach, c'est d'être coach dans ma salle de campagne. Ouais, et on parle d'étrangers, mais il y en a un qui peut très bien en parler et qui a bien réussi là-dedans, c'est Luc Rousseau qui pourrait en parler, lui. Parce que lui d'ailleurs, il veut faire une autobiographie, à ce que j'ai cru comprendre, il en parlait, il est allé au Kirghizistan, perdu en Ouais, plein milieu de l'Asie centrale, il est allé dans des trucs. Luc, il a été partout, tu vois. Luc, il a été partout, il a Ouais. rencontré beaucoup de gens. C'est un mec qui est passionnant, c'est un mec aussi, c'est pour moi le meilleur grappleur français. Il m'a dit que pour lui, c'est Oliveira, d'ailleurs. Mais lui, putain, là, il prépare la Ah DCC. oui, Anthony de Oliveira, Anthony de Oliveira, oui, c'est aussi très fort en grappling. Ouais. Mais putain, Luc, c'est un mec, putain, il met les mains sur toi, c'est choquant, quoi. Il y a Thomas Louberson aussi qui est aussi très bon. Ouais. Ouais, Thomas Loubersan. Mais tu vois, Loubersan, c'est pas le même grappling. C'est pas du grappling fin. C'est voilà, pareil. Qui je suis pour dire ça, hein, mais à culpa. Mais Loubersan, c'est de l'explosivité, de la force, beaucoup. Bon, il n'y a pas que ça. Évidemment que c'est un technicien. Mais si tu veux, Luc, c'est la finesse un peu au-dessus quand même. Tu vois, il a été à la B-Team. Il a été avec, comment il s'appelle, Mais là, Dana White. il va recombattre dernièrement là, en grappling. Il y a encore une date. Bah, super régulièrement. Là, il est en Australie. Tu vois, Oui, en en Australie, Australie. Ouais. ils font des shows régulièrement où ils payent le billet d'avion des mecs en grappling, il y a une prime et tout, tu vois. Ça en France, il n'y a pas non plus. Il n'y a pas non plus. Bon, j'aime la France, hein, je critique beaucoup la France là depuis tout à l'heure, mais en France, on a des vrais talents, on a beaucoup de choses qui sont super bien, mais en fait, c'est trop à la dure. C'est trop à la dure. On n'est pas bien accompagné, on n'est pas bien accompagné jeune. Ouais. Tu Et veux. tu vois, on parle du grappling et des organes de MMA. N'hésite pas à mettre des fêtes de grappling dans la cage. Ouais, j'ai vu Donc ça là là. aussi, il y a un avenir pour le grappling. J'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça. L'UFC se lance là-dedans d'ailleurs avec le combat en grappling qu'ils organisent avec Georges Saint-Pierre et Demian Maia. Ouais, bah, le One aussi fait des super fights en grappling Ouais, le là. One, ouais, bah ils ont l'ancien champion, je sais plus s'il est champion en titre, Kate Ryotolo, là, l'Hawaïen, Ah qui ouais, est ouais, ouais. champion One d'ailleurs, qui est Et tu là-bas. Ouais. vois, ça, le One aussi, ils ont des primes assez intéressantes quand tu vis en Asie. Tu vois, parce que là, quand tu touches un bonus de 50 000 $ et que tu habites en Asie, c'est pas pareil. Bon, selon où tu habites, Oui, au évidemment, niveau, si on prend le niveau de vie, oui, bien sûr, faut regarder ça aussi, ouais. c'est plus cher. Mais un mec qui vit en Thaïlande, tu as touché 54 bonus, t'es bien. T'es bien, tu Oui, vois. il faut prendre le niveau de vie aussi en Je crois que considération j'ai regardé pour. l'année dernière, il y avait un grappleur qui avait touché le bonus de 50 000 $. Il y a nulle part. Nulle part, tu toucheras un bonus de 50 000 $. Et regarde, ça revient à la DCC. Je ne sais pas si les gars, alors ça, je ne suis pas au courant, mais les mecs qui gagnent la DCC, je ne pense pas qu'ils aient une grosse prime pour avoir gagné la DCC. Par contre, après, au niveau de ta visibilité, au niveau des sponsors, Ah c'est bon. ben, on va prendre l'exemple de Ryan Gordon. Ryan Gordon, il fait son argent en faisant ses stages, en vendant des DVD où il explique ses techniques, et puis voilà. Hein. Voilà, tu vois, c'est ça, en fait, si tu veux. Et voilà, il a compris le truc. Il va pas dire, tu vois, demain, il ferait rien d'autre. Il va dire, ouais, regardez, je suis le meilleur grappeur du monde, je broie tout le monde et tout, mais j'ai pas d'oseille.
Et frérot, fais-en de l'oseille, tu vois, fais des business, fais des trucs. Tu vois, comme McGregor, je pense qu'avec Proper 12, il a gagné plus d'argent qu'avec les combats. Et Peut-être tu pas, vois, peut-être pas, on va mais parler aussi, on va parler aussi de la boxe anglaise. Moi, il y a un exemple qui est frappant chez les Français, qui en a un qui a tout compris, qu'il fallait quitter la France, c'est Christian Mbili. Christian Mbili, ah il oui, gagne super bien sa vie en ayant signé au Canada avec un promoteur canadien. Et d'ailleurs, il y a Moreno Fendero qui l'a rejoint, qui est passé pro là, récemment. Et les mecs avec leur promoteur, ils sont sûrs de bien gagner leur vie, ils ont des belles bourses qu'ils n'auraient pas eu avec un promoteur français ou allemand ou que sais-je. ouais, c'est assez Donc, dommage. Voilà, c'est un côté business. C'est un côté oui, business. c'est ça, c'est le sport business. Mais c'est comme tout est comme ça maintenant. Regarde, je sais Oui. pas, on va prendre un truc complètement qui n'a rien à voir, mais la musique. Tu prends un mec comme Booba, il me semble qu'il l'avait dit, il a fait plus d'argent avec sa marque de vêtements qu'avec ses titres, si tu veux, en fait. Donc Mm. c'est ça, il faut développer des business à côté et il faut développer certains skills. Moi, par exemple, c'est quelque chose que je donne comme exemple, moi, c'est-à-dire que j'ai fait des études, des longues études. J'ai fait bac+5 en management. Et en fait, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que d'être sportif de haut niveau, quand j'en parle avec des entrepreneurs ou des mecs qui ont des grosses boîtes, des trucs comme ça, déjà, tu as une crédibilité. C'est Ah un ben, mec, je pense qu'au Tiger, tu dois en croiser pas mal parce que la type de clientèle que ça doit être, je pense bien, ouais, que ça doit être des chefs d'entreprise ou des gens qui ont des bonnes situations. en fait, c'est un mec déjà, pour lui, tu es crédible. C'est-à-dire que c'est un mec qui sait que tu as été capable de faire preuve de discipline, que tu travailles dur et, bah, comment dire, que t'en veux, quoi, en fait, si tu veux. Et en fait, c'est les qualités d'un athlète professionnel rejoignent beaucoup, normalement, les qualités d'un chef d'entreprise, je trouve, en fait, si tu veux. Normalement, sur la vision, sur la discipline. Ben, souvent des athlètes sont invités par des entreprises pour faire des journées style des conférences, des trucs comme ça, hein. Ouais, ouais, des trucs sur le dépassement de soi, le mental, etc., si tu C'est veux. pareil avec l'armée, il y a pas mal aussi avec d'anciens militaires, des gars qui ont été dans des ex-forces spéciales, des trucs comme ça. Je sais qu'il y en a, ils font des trucs comme ça. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Non, c'est assez intéressant, tu vois. Donc, il y a beaucoup de business à côté à faire, mais voilà, c'est vrai qu'en temps là maintenant, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, heureusement que j'ai la casquette de coach. Euh, Sinon, c'est vrai que ce serait assez dur. Là, j'espère, j'ai pris pas mal de retard dans ma carrière, je trouve. Après, on va dire, j'ai aussi une chance, c'est que moi, j'ai d'autres voies de sortie, même si c'est pas du tout ma volonté maintenant. Mais bon, j'ai fait des études, je suis diplômé, j'ai savoir-faire, comment dire, dans d'autres milieux que celui du sport. Donc, je suis pas bloqué, si tu veux. Et c'est Ouais. d'ailleurs, c'est quelque chose où j'aime bien dire. J'aime bien dire, voilà, tu as dit, McGregor, il combat parce qu'il aime ça. Et moi, c'est le cas, en fait. Moi, je combats parce que j'aime ça. Je n'ai pas besoin de combattre demain. Demain, si je veux, je peux rien faire. C'est, Mm. voilà. Mais c'est pas ça. Le truc, c'est que moi, j'aime ça. J'aime le dépassement de soi et j'aime ce côté aussi, voilà, enseigner. Quand mes gars, ils gagnent, quand mes gars, ils combattent, des potes à moi ou des mecs que j'ai aidé à préparer, je vis le truc, quoi. Je vis le truc à 200%. Mm. Bah écoute, Thomas, il ne me reste plus qu'à te remercier de ton passage sur ma chaîne. C'était sympa. Ouais, ça m'a fait super plaisir. Bon, c'est parti un peu dans tous les sens. Ouais, non, mais je pense que bah, t'as dit ce que tu pensais. Tu as aussi expliqué comment c'était au Tiger, ton parcours, tout ça. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Et bah, moi, je vais, et puis, on va te souhaiter tous, les gens qui vont suivre tout ça, bonne continuation dans la suite de ta carrière. Comme t'as cité des grosses orgas, on verra bien si tu arrives à Non, signer là-bas et on te le souhaite. normalement, ça voilà. Là, on sera sous peu, retour au mois de septembre. On va redévelopper un peu justement des projets business, projets réseaux sociaux, euh, projets sur des vidéos techniques, etc., des drills. Et voilà, on va lancer un peu le truc. Je pense que là, c'est l'heure. Moi, je me sens bien, athlétiquement, mentalement. Mentalement, je suis à une maturité où ça n'a jamais été le cas. Athlétiquement, c'est pas trop mal. Voilà, je pense que les choses vont se faire.
Bah voilà, bah, il ne me reste plus qu'à te remercier et saluer tous ceux qui regardent cette vidéo. Donc voilà. Merci encore à toi, Thomas. Force Allez, à à toi. bientôt. À bientôt.